Yo 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 la team, comment ça va? Comment ça va Capette? Ben écoute, ça va, il semblerait qu'au moment où on lance ce live exceptionnel du lundi, Bitcoin a décidé de corriger de quelques milliers de dollars, mais ça va. En vrai c'est une bonne nouvelle, on avait des stops à chasser, on a un open interest qui s'est fait vider, on a des fundings qui sont de retour à la neutralité, et on a du FUD avec l'État américain qui a transféré des bitcoins récemment. Notamment du côté de chez Coinbase, du coup les gens spéculent est-ce que c'est de la custody ou est-ce que c'est pour vendre. Dans tous les cas, si c'est pour vendre, je pense que ce sera pour en racheter plus tard, vu ce que Trump dit. Et c'est de la custody RAS et c'était juste un FUD pour nous créer un dip et repartir, on espère. Peut-être. En tout cas, voilà, on n'a pas fait l'émission ce week-end. On était fatigués, on a décidé de faire ça lundi et je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui en réalité et ça va être l'occasion d'en discuter, que ce soit sur la partie fonda, au niveau des prix aussi. Vous avez vu toutes sortes d'altcoins continuer de pousser. On s'était laissé la semaine dernière en disant attention aux bêtises, peut-être des rotations de liquidités. On a effectivement vu des rotations de liquidités avec plein d'alts qui se sont mis à exploser, des vieux dinosaures notamment. Est-ce que ça va continuer? Ça va être tout le sujet de cette émission en fait. On n'est pas devin bien sûr, hein, mais bon. Jusqu'où la connerie ira, c'est ça la question. C'est ça. Et est-ce qu'elle n'est pas déjà terminée? C'est peut-être une autre question ouverte, tu vois. On en parlera. En tout cas, hello à tous ceux qui viennent d'arriver. Yo à Savi, impossible à prononcer. AKH, Zef, Psycho, 0x Opium, Weavered. Yo à tous, yo à Alexandre, Mecton, yo à tous ceux qui arrivent, pour ceux que ça intéresse. Si jamais, on voit absolument tous les messages, que ce soit sur Twitch ou YouTube, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas dans l'oubli. On voit absolument tout ce qu'il y a dans le chat. Évidemment, si parfois on ne répond pas, c'est pas par volonté de de ne pas répondre, c'est juste qu'on essaye de dérouler une émission et d'avoir quelque chose d'intéressant et de pouvoir développer nos idées, mais dans tous les cas voilà. Yo à L2 Bad Winner, il disait Picsou dit mon nom, c'est dit, yo les gars. Mais semaine extraordinaire, que dire? Semaine extraordinaire, hein. Que dire? Pour le moment en tout cas, vraiment cool. On va pouvoir effectivement parler de l'élu hyper liquide, ce sera l'occasion d'en discuter. Et puis voilà, hein, aussi des investissements qu'on a fait qui pour le moment se portent bien. Je pense à PIC notamment, qui est sorti récemment. Est-ce que ça va tenir? Bon, c'est une autre histoire. Toutes les informations sont publiques, mais sachez que nous, en fait, on a pu avoir une petite portion de jetons au début. Il y aura une autre portion qui va se débloquer dans 6 mois. Et après, ça va être un déblocage progressif. Et c'est le cas de tous les gens qui ont pu investir pendant la public coin list et avant. Ouais. Et donc, c'est intéressant à analyser parce que ça fait que si pression vendeuse il y en a eu probablement au tout début et on devrait avoir un calme plat pendant 6 mois. Donc, ça va vraiment dépendre de la santé du marché et de l'appétit pour ce projet précis, quoi. C'est ça. Et puis, le fait d'investir dans les projets, ça permet aussi, bêtement, mais de mieux les comprendre parce qu'on s'y intéresse par nature vraiment plus. C'est aussi le cas de Usual, par exemple, qui est un stablecoin qui a été lancé notamment par Pierre Persson, ancien député français, qui était notamment très calé sur le sujet crypto, puisqu'il s'occupait de la taxation des cryptos, ou en tout cas du cadre légal autour des cryptos pendant un long moment. Et du coup, très intéressant. On a investi dans plein de choses, etc. Dans tous les cas, l'objectif, ce n'est pas de vous dire d'acheter nos bagues. L'objectif, c'est d'être transparent et d'essayer peut-être de vous expliquer des choses qui sont difficilement perceptibles, je dirais, de l'extérieur. En tout cas, pas en tant qu'investisseur. Donc voilà, encore une fois, l'objectif, c'est de donner plus d'infos et pas de chill, évidemment, constamment nos bagues, même si du fait qu'on est impliqué dans le marché, c'est difficile de parler de choses dans lesquelles on n'a pas investi, parce qu'on est tous investis d'une certaine manière. Donc voilà, mais en tout cas très content de te retrouver Capette pour cette masterclass. Comme tu le disais, je pense que c'était bien de souffler ce dimanche-là, parce que quoi qu'on en dise, toutes les masterclass, toute l'année en fait, toute l'année c'est un rythme qu'on soutient, etc. Mais ça fait du bien aussi de respirer, de prendre du recul parfois, de profiter aussi du temps qu'on a et aussi essayer comme on peut de pas se laisser aspirer par le marché crypto qui en fait bouge 24/7 en fait et vu qu'on est dans un environnement bull, en fait tout le monde en parle, tout le monde en profite pour sortir ses news et j'avoue que parfois c'est difficile à suivre et c'est des fois c'est de la boulimie. Ouais, on fait presque une indigestion parfois de ce marché, je dirais. Ouais, clairement.
Donc voilà. Mmh. Je vois dans le chat, ça dit que je suis un chill guy grâce à l'airdrop de Hyperlink. Ouais, ouais, c'est Bah un écoutez chill les guy, gars, tout à je suis fait. chill les gars. C'est ça. Du coup, ouais, je sais pas ce que tu as fait de ton week-end. Moi, j'avoue, j'ai profité un peu des marchés de Noël. Ok. Tu vois, j'ai mangé pour la première fois depuis plus de 10 ans des huîtres et des escargots, tu vois, on teste des choses pendant ce début de bull market, Uniquement, couplé à du vin chaud, bien sûr. uniquement du bull market pour tester ce genre de produit. Ouais, ouais, on ouvre son esprit. Mais ouais, comme on disait plus tôt, ce qui a été très intéressant pour nous, c'est que ça fait 8 ans qu'on est dans ce marché. Donc, dès qu'il y a des trucs un peu tendance, on essaie d'être dessus en tant qu'investisseur. Les NFT, on avait un peu traîné, on s'est rattrapé. Les meme coins, on a un peu traîné, on s'est rattrapé. On est Interview de rentré Mourad sur les progressivement. meme Ouais, coins. Qui a fait ça en France? Il faut le dire. tout à Nous fait. sommes là, nous sommes en place cette année. La Coin Academy est très bullish. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, on a eu l'opportunité aussi de rentrer plus tôt comme des investisseurs professionnels sur certains projets. Et ça nous permet en fait d'avoir une lecture qui est totalement différente des choses. Et c'est un vrai plaisir de vous en parler. Encore une fois, c'est pas de chiller les bacs, mais c'est vraiment de vous dire qu'il y a des réussis, il y a des ratés. Ça dépend beaucoup de la santé du marché, ça dépend beaucoup de la narrative, des choix de tokenomics, ça dépend de plein de choses. Et on essaie un peu de vous transmettre ce qu'on voit. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a plein qui vont dégainer du token mois de décembre, début 2025. Donc voilà. Face à ça, fondamentalement, ça bouge pas tant que ça, je dirais. Il se passe des choses. On va avoir plein de choses à dire dans cette Plus émission, mais politiquement, économiquement, voilà. moins d'un point de vue pure tech, c'est ça que tu veux Tech. dire? Voilà, c'est ça. Moins d'un point de vue pure tech et beaucoup plus du point de vue politique, réglementation. Et visiblement, c'est ça qui compte. En tout cas, c'est ça qui se reflète sur le marché actuellement. C'est que, voilà, spoiler, vous allez le voir. Amusez-vous à regarder quasiment tous les altcoins du top 100, 200 et tout. Vous prenez le point le plus bas récent et vous faites x2. Et c'est à peu près le prix actuel. C'est-à-dire que presque que ce soit un projet qu'on a jugé bon ou moyennement bon ou pas bon, bah ça prend. Ça prend et tout est plus ou moins corrélé. Il y a une vraie volonté de faire pousser la capitalisation des altcoins, c'est-à-dire j'exclus Bitcoin, j'exclus Ethereum et Picsou vous le montrera, on est quasiment au plus haut historique de la capitalisation des altcoins en enlevant Bitcoin et Ethereum. On n'y est pas tout à fait, mais on y est presque. Et ça peut envoyer un signal fort. Si tu inclus Solana, BNB, XRP, Ah oui. Telegram, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde regarde le Total 3 parce que c'est un indice, c'est la valorisation des cryptos en dehors de Bitcoin et Ethereum. Mais je pense que l'écosystème n'est plus le même qu'auparavant. C'est-à-dire que auparavant, tu avais juste Bitcoin et Ethereum. Et je pense que certains peuvent argumenter sur le fait que maintenant, il y a Bitcoin, Ethereum et Solana. D'un point de vue métrique, au bout d'un moment, faut le dire. Et après, pour le reste, c'est le reste. Mais tu vois, genre, les indices que vous regardez, il faut vraiment comprendre ce qu'il y a dedans pour comprendre ce que vous regardez, en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous décortique ça. C'est que et XRP, non mais et XRP, non mais on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Non, on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Mais je peux m'abstenir. Tu peux t'abstenir. Et tu vas en blesser quelques-uns. Tu vas blesser probablement une majorité silencieuse qui est moins là sur notre chat. Je suis très content pour les gens qui en hold et qui font de l'argent dessus. Il n'y a aucun souci. C'est juste que factuellement, il faut regarder ce qui fait bouger l'écosystème et je suis pas sûr que XRP contribue énormément. Et encore une fois, j'en discutais avec Amy sur Twitter, etc. Le prix monte, c'est une bonne tech. Le prix baisse, c'est une mauvaise tech. Exact. Genre, quand tu vois Ethereum qui dumpait, on était tous là à chier dessus, plus ou moins, quand même, il faut se le dire. Et maintenant qu'Ethereum repart ou reperforme par rapport à BTC, d'un coup, wow, Ethereum, we are so back, tu vois. Solana qui performait encore extraordinairement dernièrement. Là, on a un Ethereum qui reprend des forces par rapport à Solana. D'un coup, les gens parlent que d'Ethereum. Donc, c'est que un jeu de l'attention. Et le prix est là, évidemment, pour vous distraire parfois. Alors, le prix, il est ce qu'il est et d'une certaine manière, il nous permet un petit peu de comprendre ce sur quoi des capitaux sont déployés, ce sur quoi les gens sont bullish et accessoirement les fondamentaux. Mais il faut pas oublier que la crypto, c'est surtout un gros jeu de spéculation sur plein d'aspects, notamment du côté des narratives, parce qu'on parlait d'investissement early stage et plein d'autres trucs, mais il y a plein de projets qui ne peuvent pas alors qu'ils sont bons pour différentes raisons. Ça peut être les tokenomics, mais ça peut être très bien aussi dans quelle narrative cette crypto, par exemple, s'exprime. Et quand tu as une narrative qui prend pas, ou que tu as une narrative qui est pas au goût du jour, ou qui intéresse pas les gens, bah en fait, les prix
s'apprécie pas comme le reste, en fait. Est-ce que, de ce fait-là, ça fait ce projet d'un mauvais projet? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce que je veux dire, c'est que, genre, vous voyez, XRP, c'est la pleine démonstration que le fondamental, enfin, à part si tu regardes d'un point de vue régulation, etc., ok, bon, bah, ils sont peut-être plus en procès ou ils viennent de terminer, ou en tout cas, il y a peut-être plus de clarité qui arrive, Ça se etc. Mais débloque, ouais. est-ce que ça multiplie par 3 ou 4 ou 5 les fondamentaux de XRP? Est-ce que ça en fait un projet exceptionnel? J'en doute. Bah, Donc, ça dépend. Alors, je vais te couper. Ça dépend qu'est-ce que tu qualifies de fondamental. On peut te dire XRP va être utilisé par les banques ou respecte certaines normes je veux voir. ISO. Je veux voir. Et du coup, Des preuves, s'il vous plaît, des preuves. et puis avoir un Des stablecoin preuves. aussi lié au projet. Ouais, Et c'est pas comme si puis, on avait 10 000, donc pourquoi ça valoriserait plus le truc, tu vois? et puis ils ont fait un peu les grands napoléoniens malgré eux vis-à-vis de la SEC et de leur procès. C'est vrai qu'ils ont un petit peu porté l'écosystème vers eux de par leur procès qui semble aller dans leur sens, tu vois. Et c'est peut-être ça qui paye en fait. J'ai une question de fou. Picsou, t'es originaire d'Alsace? Non. Non, les gars. Non, non, non. Mais en Alors, tout cas, un plaisir de vous retrouver tous, sincèrement. Évidemment, il y a des news qui donnent le smile. Mais globalement, ça fait extrêmement plaisir, encore une fois, de voir le média se développer. On est en train de péter tous les scores. Enfin, je sais que comme le prix monte, ça veut pas dire qu'un projet est bon. Est-ce que du fait que notre nombre de followers augmente, ça veut pas nécessairement dire que le média s'est drastiquement amélioré? Parce qu'en soi, il était en constante amélioration, y compris en bear market, mais c'est vraiment extraordinaire, vraiment du plus profond de notre cœur, je pense, de voir l'engouement qu'il y a autour du média, voir le soutien qu'on voit sur les réseaux, voir beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc un grand merci pour ça, vraiment, on le dit très régulièrement, mais on n'oublie pas les potes, on n'oublie pas. Et petite précision pour le chat et ceux qui nous écouteront sur YouTube. En fait, des fois, je dis XRP, des fois, je dis Ripple. C'est mon côté boomer qui travaille. C'est qu'avant, le jeton s'appelait XRP, mais il s'appelait aussi Ripple. Et aujourd'hui, on fait bien la distinction entre jeton XRP et l'entreprise derrière qui est Ripple. Et après, le nouveau support technologique qui est derrière le jeton XRP, c'est le XRP Ledger qui allait de plus en plus dans le sens de la décentralisation, ce qui n'était pas le cas de 2017. Là où c'est plus compliqué pour nous, en tant que média francophone, c'est que déjà, d'une part, Ledger, n'importe quoi. Ripple n'a que très peu de présence sur le sol francophone, dans le sens où on les a vus à une conférence PPWS, mais c'est le seul moment où on va les voir, qu'ils font pas spécialement de marketing chez nous, que les métriques qu'on utilise quotidiennement, type Défilama et compagnie, bah, on voit pas d'activité. Les applications décentralisées, on les voit pas là-bas. Donc, on voit que c'est un produit qui ne s'adresse pas du tout au retail, comme mais ça que peut être le cas le d'autres projets, retail embrasse d'une certaine manière. Alors que c'est un peu, enfin, mais je pense que, enfin, je sais pas si t'as vu passer, mais il y a des TikTok qui font des millions de vues, qui disent XRP, ça va aller à 400 000 $, ou ça va aller à 49 $, ou genre il y a Ouais, tellement de trucs j'ai de vu. fous. Et d'ailleurs, genre, on parle d'alt season et on parle de normies qui rentrent dans le marché, mais on est en plein dedans, en vrai. Ouais, mais on est en plein dedans. C'est genre, évidemment, en termes de dominance BTC et d'argent qui est rentré dans les altcoins, c'est pas non plus gargantuesque, Ouais. mais il faut l'admettre, enfin, t'as quand même beaucoup de trucs qui ont pump, quoi. Donc, souvent, enfin, les gars, genre, factuellement, je pense qu'on a beaucoup plus d'upside encore sur les alts, mais il faut apprécier ce qu'on voit. Donc, Regarde, je vous montre juste un truc à l'écran. C'est un vas-y. truc assez connu. C'est l'Altcoin Season Index, où en fait, c'est les alts versus BTC. Et tu vois, généralement, quand tu passes au-dessus de 75, c'est la pseudo alt season. Alors, ça a été très très léger sur l'année 2024, mais quand tu t'amuses à dézoomer un peu sur les années précédentes, tu vois, Ouais, il ça y a peut cette espèce durer 4, 5 mois. cette espèce de cyclicité. Et quand on était en 2017, bah là, on a crevé le plafond jusqu'à la fin de l'année 2017 quasiment. Tu vois. Clairement. Donc, quand on vous dit ouais, la alt season n'a pas commencé, moi je serais plutôt d'avis de dire qu'on est en plein dedans. Maintenant, la question Oui, c'est plus plutôt qu'à de se faire un dire ATH, mais on n'est pas en alt season. c'est ça. Combien de temps ça va durer, ça c'est une autre histoire. Si ça dure, on prend ce qu'il y a à prendre, mais des fois se payer un petit peu, ça fait de mal à personne. Mais dis-moi, Capette, vu que tu partages ton écran, peut-être que tu peux le remettre pour remercier le partenaire de cette masterclass. Ouais. C'est une transition assez exceptionnelle qui est faite, je l'avoue. Donc bah merci beaucoup à Bitpanda, partenaire de cette émission. J'ai enfin pu débloquer mon compte Bitpanda d'ailleurs, et ça a été l'occasion de voir que le support est vraiment réactif quand tu as le moindre problème, parce que j'avais un vieux compte, si tu veux, que j'avais utilisé en 2017, il y avait mon numéro dessus, je pouvais pas réutiliser mon numéro dessus, bref, j'ai envoyé un message au support, on a pu switcher le numéro, couper l'ancien compte, donc voilà la plateforme Bitpanda.
qui est pour le moment une plateforme qui s'adresse vraiment aux gens plus novices, où tu as différentes typologies de produits. Tu n'as pas que les cryptos, tu as aussi les actions, les ETF, etc. Donc, tu peux le voir d'ailleurs, tu as de l'or, tu as des T'as actions en tout bourse, en fait, etc. au même Tu endroit. as tout au même endroit, exactement. Et tu vas avoir une nouvelle plateforme qui va sortir bientôt. Donc, on peut pas trop en parler parce qu'ils vont faire une annonce officielle sous peu, mais ça va permettre déjà pour les gens qui sont plus traders actifs de pouvoir faire des choses sur les cryptos sur Bitpanda. Mais voilà, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez même des produits leviers. Alors ça, je les conseille pas nécessairement, mais ils existent. Voilà, vous avez même un outil de swap. Alors on va sortir du contenu. Vous avez la possibilité, par exemple, de swapper une crypto contre une action Ouais. facilement. Si vous avez envie de vous diversifier un petit peu, voilà. Donc je vous laisse regarder comme ça. Et si jamais vous ou des gens autour de vous veulent commencer dans les cryptos, je vous mentirai en disant que en l'état actuel, parce que ça va changer, c'est la meilleure plateforme pour du trading actif à cause de la logique de frais. Par contre, si c'est pour faire un petit achat de temps en temps et garder, type Bitcoin, Ethereum, Mais etc., c'est c'est ça. parfait. Si tu veux faire ton DCA sur les cryptos, acheter des actions, te diversifier dans l'or, les métaux précieux et toutes ces choses-là, en fait, tu as tout au même endroit, ce que tu n'as pas sur Binance, ce que tu n'as pas sur toutes les autres plateformes à côté. Donc, évidemment, les frais sont plus élevés que sur le reste, mais c'est Yes. une tranquillité d'esprit vu que, en fait, Bitpanda est totalement régulé. Et vous avez vraiment tout au même endroit. Il n'y a jamais eu de hack, jamais eu de problème, etc. C'est PSAN, c'est régulé en Europe. Donc voilà, vous avez tout au même En endroit, France, en Europe. crypto, actions, ETF, métaux précieux. Vous pouvez swapper entre les deux, vous pouvez absolument tout faire. Évidemment, comme j'expliquais, les frais sont supérieurs par rapport à d'autres plateformes, mais je pense que c'est surtout pour les gens qui sont investisseurs, qui débutent en crypto ou qui ont un peu d'expérience en crypto, etc. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, Capet, c'est qu'on ne vous incite pas à garder vos actifs sur des plateformes d'échange. On est d'accord. Surtout les cryptos. C'est pas l'objectif. Donc pour ceux que ça intéresse, on a mis le lien dans le chat et il sera aussi en description et en commentaire épinglé pour ceux que ça intéresse. Vous avez aussi le QR code tout simplement en haut à gauche de l'écran, tout là-bas, que vous pouvez scanner si jamais vous regardez ça sur un ordi ou une télé, vous pouvez scanner ça avec le téléphone. Et encore un énorme merci à Bitpanda qui nous soutient depuis un bon moment, y compris en bear market, et qu'on met évidemment en avant parce que le produit est bon et il vous offre vraiment du choix et surtout qu'il est régulé, ce qui est rare, tu vois, quand tu as autant d'options disponibles. Bah ouais, t'as toutes les options. Tu peux, comme je l'ai dit, swapper de crypto en action. Si jamais dans la formation gratuite, quand on a sorti formation crypto, vous tapez sur internet formation crypto, vous faites ça depuis Coin Academy, il y a un tuto aussi pas à pas si vous voulez apprendre à ajouter des fonds, acheter vos premières cryptos et les sortir de Bitpanda ou d'une autre plateforme pour les mettre sur un wallet. Comme En un ledger. sécurité. Voilà, comme un ledger. Tout ça est expliqué. Donc, c'est un bon moyen de s'y mettre et de comprendre comment manipuler. Et une fois que c'est fait, pour une fois, c'est fait pour toute la vie. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que malheureusement, j'aurais aimé vous dire pendant qu'on est en plein bear market, intéressez-vous aux cryptos. Le problème étant que je m'adressais à des gens qui étaient déjà intéressés aux cryptos, tandis que là, quand le Bitcoin s'approche des 5000 $ avec le XRP au-dessus de 2 $, tout d'un coup, tout le monde s'intéresse aux cryptos. On en arrive Étonné, même à un n'est-ce pas, stade. Capet? Ouais, Étonné. comme à chaque fois. Après, c'est le jeu. Et du coup, moi, ce que j'ai dit à des proches ce week-end, c'est si tu veux t'y mettre, je peux pas te dire vas-y pleine bille sur des prix comme ça maintenant, mais tu peux y aller mollo à coût de 50 balles par mois. Tu C'est vois, ça. tu lis sur Bitcoin, sur Ether, etc. Comme Puis même, ça tu fait que DCA pendant, je sais pas, 4, 5, 6 ans. Enfin, genre, moi, si tu te projettes vraiment sur une classe d'actifs et que tu te considères comme un investisseur, juste prends pas la tête, tu DCA. Alors, évidemment, il y avait des meilleurs moments pour lancer un DCA sur les cryptos, on va pas se mentir. Mais en tout cas, vous avez l'option de pouvoir DCA et de pas vous prendre la tête et regarder, en fait, les cryptos comme une classe d'actifs et regarder ça sur des années et des années. Évidemment, on va pas DCA n'importe quoi. On va pas DCA des altcoins folles, etc. L'objectif, c'est de se concentrer sur ce qui garde de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc, j'aurais tendance à dire surtout Bitcoin, peut-être d'autres choses, notamment Solana, Ethereum. Mais d'ailleurs, sur Bitpanda, il y a un système d'indices. Vous pouvez acheter des indices. Par exemple, le top 30, 50, je crois il y a toutes ces choses-là. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez potentiellement juste DCA des indices aussi. Évidemment, c'est très dur de surperformer BTC, on va pas se mentir. Mais sachez que ça existe. T'as indice crypto, voilà. Et t'as les meme coins, t'as la DeFi, t'as le top 25, top 10, top 5. Donc voilà, tout simplement. Yes. Et si vous voulez voir les indices, vous tapez le nom de l'indice sur Internet et vous pourrez voir sa composition directement. Très Voir important si de la ça vous regarder, chauffe. évidemment. Ouais.
C'est Et très important de faire vos recherches. le message que j'aimerais vous faire passer, c'est que encore une fois, évidemment, bon voilà, Bitcoin est à 95 000, ça donne pas envie de rentrer. C'est logique. Il y a potentiellement 2 actifs qui peuvent vous intéresser, mais ne vous dites pas, vas-y, c'est bon, c'est trop tard, parce que juste historiquement, c'est toujours pareil. Les gens ici se disent c'est bon, c'est trop tard, c'est bon, c'est trop tard, c'est bon, c'est trop tard. Alors que si tu rentres progressivement, tu vois, tu rentres là, tu rentres là, tu rentres là, tu rentres là, tu rentres là. Sur des Ah ouais, années. des fois, tu fais la gueule sur le coup parce que tu prends des baisses, tu prends des hausses. Toi, tu as vu le Bitcoin, les cycles d'avant faire des trucs de malade mental. Mais en fait, c'est un marché qui est assez cyclique. Et aujourd'hui, j'ai pas trop de peine à vous dire que j'ai plus de facilité à acheter du Bitcoin qu'acheter de l'or ou ce genre de choses. Je vous dis pas que du coup, faut tout mettre en Bitcoin et faut pas acheter d'or. Je vous dis juste que moi, je suis convaincu, je sais pourquoi je suis convaincu, je crois ce que je vois. Et ce que je vois, vous l'avez en face des yeux. Juste pour être clair, hein, je vois il y a une personne qui en parle. On a dit qu'on est en partenariat avec Bitpanda. Pour ceux qui sont pas, qui veulent du détail, c'est une collaboration commerciale, donc rémunérée. Donc c'est une forme de publicité pour être très clair. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on met en description, qu'on met sur les vidéos. C'est quelque chose qu'on redit maintes et maintes fois. Donc voilà. Pour ceux pour qui ce n'était pas clair. Et il n'y a pas d'obligation d'achat. À la fin, vous faites vos décisions. Et si c'est pas Bitpanda, voilà, ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Il n'y a pas de. Je pense que c'est juste un bon point d'entrée pour surtout les débutants et les gens qui souhaitent faire de l'investissement, tout simplement. Et sinon, quand on nous dit vous pouvez faire de la pub comme ça sans rien dire, bah si, on le dit. Et secondo, la plateforme est régulée, ce qui fait que on a le droit d'en parler sans problème. Ce qui pourrait changer plus tard dans le sens où non, il n'y a pas de souci, mais voilà. Il va se passer un truc avec Mika pour faire la petite rotation sur la réglementation. C'est que je crois à partir de la fin de cette année 2024, en gros, les plateformes qui sont PSAN en France vont devoir obtenir la deuxième étape qui est la licence PSAN pour pouvoir continuer. Ouais, parce que là, ils sont enregistrés PSAN. Tout le monde est enregistré PSAN. À l'exception de la Société Générale Corp, qui est la seule entreprise. Je crois qu'il y en a une deuxième récemment, je dis peut-être une bêtise. Et en fait, ils vont avoir 18 mois pour avoir le tampon agrément PSAN à partir de la fin de cette année-là. Donc, que ce soit à Bitpanda ou d'autres. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Et on va pouvoir changer de sujet plus tard dans l'émission, d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu... c'est des blocs qu'il y a eu l'agrément, de ce que je vois. Voilà, c'est des blocs. Merci. Des blocs, deuxième à avoir eu l'agrément. Et c'est ça. Qui est plus un Revolut-like qu'une plateforme all-in-one. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, pardon ? Oui, on a pu voir cette semaine des entrepreneurs ouvrir leur gueule, alors des entrepreneurs américains, justement vis-à-vis de la réglementation. On aura l'occasion d'en parler côté news, mais on sait notamment qu'il y a eu une mise à mort politique de la part du projet Libradiem, qui est l'ancêtre de celui Aptos. On sait aussi que de nombreux entrepreneurs crypto américains ont vu une débancarisation, une tentative de débancarisation de leur activité. C'est-à-dire que, par exemple, on a Austin Federa, qui est le numéro 3, numéro 4 de Solana, qui a failli perdre sa banque parce qu'il bossait dans la Solana Foundation. Parce que juste, il voulait acheter de l'immobilier, la banque a vu que son activité est liée à la crypto, et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à Austin Federa, bah, tu travailles pour Solana, du coup, donne-nous toutes les infos sur Solana. Genre, absolument tout. Même des informations qui sont, genre, très confidentielles, très touchy, etc. Bref. Et ça, pour le coup, c'est arrivé à quelqu'un chez Solana, mais c'est arrivé à plein d'autres entrepreneurs, notamment, c'est le PDG de A16Z qui en parlait dans un podcast, comme quoi, bah, en fait, plein de gens qui étaient à l'initiative de projets crypto, bah, se faisaient refuser, se faisaient clôturer leur compte, etc. Donc, fuck le système bancaire, on vous emmerde, vous essayez de nous retenir, alors que juste Trump va tout baiser, va être pro-crypto, et l'Europe va devoir suivre. Voilà. En tout cas, c'est parti pour... Maintenant, on verra une fois qu'il sera au pouvoir, mais vu comme il est allé pleine bille, ça serait très très bizarre s'il faisait un rétropédalage atroce. Après, tout est possible. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est que, si vous voulez, je sais que la politique, vous aimez pas trop ça, mais la crypto est un sujet politique et vous êtes obligé d'avoir un fonds de politique pour vous intéresser à vos bagues. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le système bancaire s'est protégé du raz-de-marée crypto en essayant justement, comme on l'a dit, de débancariser certains entrepreneurs. Mais globalement, tous les gens qui touchent à la crypto, regarde le nombre de particuliers aussi qui sont touchés par ce genre de choses. Mais il y a aussi la réglementation. Parce que si on prend le cas de la France, notamment, ou même de l'Europe, se mettre en conformité en tant que plateforme d'achat de vente de crypto, tellement d'argent, on parle vraiment de centaines de milliers d'euros de mise en place et probablement des centaines de milliers d'euros chaque année de coûts de maintien, de
de relations en temps réel avec les autorités, etc. Tout le monde ne peut pas se permettre ça. Et parce que tout le monde ne peut pas se permettre ça, il y a les très gros qui restent et t'as les autres qui meurent. Et ça va être extrêmement compliqué pour des petits acteurs innovants, s'ils ne lèvent pas de l'argent, de rentrer dans ce marché-là, en fait. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, etc., je crois que N26 sont plutôt pro-crypto, etc., mais il faudra leur demander aussi pourquoi je me suis fait clôturer mon compte du jour au lendemain sans aucune justification, sans que je puisse faire quoi que ce soit. C'était quand? C'était il y a un mois, un truc comme ça, un mois et demi. Alors, Ah oui, d'accord. J'étais en voyage. Je regarde pas mes mails pendant un voyage. En 10 jours top chrono, mon compte était clôturé, sans raison partagée. Vraiment, genre, c'est-à-dire, c'était discrétionnaire. Alors que je fais rien de bizarre. J'ai pas des gros montants. Je déclare tout. Donc là, je comprends pas. Donc voilà. Okay. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Moi j'ai vu ça, franchement j'ai été choqué et c'est la première fois que ça m'arrive avec une banque de mémoire. D'accord. On nous avait posé des questions avec d'autres banques et tout, on a répondu, c'est bien passé. Et N26, moi j'ai une activité qui était normale et qui a duré quand même un certain temps, on n'a jamais eu de problème du jour au lendemain clôturé. Donc voilà. Donc ça existe, c'est ça que ça veut dire, c'est que c'est pas, on vous raconte pas du bullshit, c'est même nous, on a pu être touché par ce genre de choses et il faut en avoir conscience. Et notre écosystème aussi, hein. Je vais repartager mon écran. Alors que ton adresse Ethereum ou ton adresse Bitcoin, elle te dira pas non, maintenant je refuse d'accepter les transactions. Et toujours sur cette parenthèse-là, on a eu 2 cas similaires. On a eu Bitit, alors c'était Bitit, Bitcoin FR, je vais essayer d'écrire sans faute. Alors Bitit, c'était une belle boîte française qui a existé pendant pas mal d'années, hein, qui était en fait une plateforme où tu pouvais acheter avec, je crois, des PC cards, des tickets surf, des trucs comme ça, des cryptos. Donc c'était en fait un guichet en ligne d'échange crypto made in France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première étape de mise en conformité obligatoire de la part de la France, où en fait tu devais te rapprocher de l'AMF. Tu demandais qu'est-ce que je dois faire, on te répondait ça va arriver, on va vous l'expliquer, ça va arriver, machin. Puis au dernier moment, on commence à te dire faut faire ça. Et puis vous n'aurez plus le droit d'accepter des clients en dehors de la France. Comment ça? Ça veut dire que, en gros, tu dois mettre en place des nouveaux mécanismes. En plus de ça, ton flux financier vient pas que de la France. Bref, ça a été un vrai bourbier pour eux. Et en fait, Bitit a subi la réglementation à un tel point que ça a été la mise à mort de leur activité. C'est-à-dire que quand ils ont obtenu leur enregistrement PSAN, leur volume d'échange, ils ont tellement pris dans la gueule à cause de cette limitation qu'ils avaient plus de dépenses que d'argent qui rentrait. Ils ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Donc, première mort liée à la réglementation. Non, mais ça, il y en a des exemples, enfin, il y en a des centaines d'exemples comme ça. Et juste pour être clair, N26 m'a pas confisqué mes fonds. J'ai récupéré mes fonds, etc. Mais c'est juste que, en gros, t'es banni, on t'explique pas pourquoi du jour au lendemain. Voilà. Voilà, donc après, on a un autre exemple très rigolo. En vrai, Capet, je pense qu'on a beaucoup d'actu, beaucoup de trucs à traiter. Ouais, je sais, mais c'est important d'en parler parce que là, c'est l'occasion d'ouvrir un petit peu notre gueule et de comprendre l'intérêt des crypto-monnaies aussi. Bitcoin Avenue, c'était une entreprise, je pense qu'elle est toujours là, mais elle a perdu un peu de son activité, qui est dans la ville de Caen. Et eux, c'est pareil. Ils ont vu leur compte clôturé après l'enregistrement PSAN. C'est-à-dire, ils se sont mis dans les clous et la banque leur a craché dessus et les a clôturés. Comme ils avaient prévu le coup, ils avaient aussi une banque en ligne, Allkeepé, qui eux sont basés au Luxembourg. Pierre Persson, dont tu parlais tout à l'heure, a essayé de les aider et de les brancher avec la Société Générale. Et au final, on a vu plus tard que la Société Générale a refusé. Depuis, c'est un peu silence radio. Et tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé ici en France, ça s'est passé dans toute l'Europe, ça s'est passé aux États-Unis. Tout le monde va ouvrir sa gueule vis-à-vis de ça. Donc, quand on vous pose la question, ouais, mais tes cryptos, ça sert à rien. Bitcoin, ça fait 16 ans que ça existe. Pourquoi tout le monde n'accepte pas du Bitcoin? C'est peut-être parce que c'est une grosse galère en tant qu'entreprise de pouvoir le faire. C'est peut-être maintenant que ça va se débloquer. En tout cas, on l'espère. Et d'ailleurs, énorme, du coup, de ce fait-là, énorme soutien à tous les gens qui travaillent dans la crypto parce que c'est juste un calvaire au quotidien. Voilà. Ouais. Tout à fait. Faut avoir des couilles en tout cas pour l'assumer. Et du coup, est-ce que tu veux commencer de parler peut-être de la price action ou de l'actualité? Comment tu veux démarrer cette émission? Je pense
qu'on peut parler du Coin Hebdo, parce je pense qu'il y a un sujet qui intéresse beaucoup de gens dedans, qui est lié à Eh bah, moi, écoute, et c'est on peut en parti, bah, parler. it's time to shine. On va donc parler de l'airdrop le plus historique du marché crypto, à savoir de l'airdrop de Hype. Donc Hype qui est un nouveau jeton, et je te laisse la main, Léo, parce que c'est ton time to shine, tout simplement. Du coup, Hyperliquid en soi, c'est un DEX perf, donc c'est une manière décentralisée de trader les produits dérivés, tout comme DYDX, tout comme GMX, tout comme Evo, etc. La différence en fait avec Hyperliquid, c'est que déjà ils ont leur propre Layer 1, en vrai comme DYDX si tu prends du recul. Ouais. Et la deuxième les deux autres grosses différences, c'est ils ont une toute petite team. Ils ont jamais pris de fonds d'insider, market maker, business angel, VCs, quoi que ce soit. Et ils ont simplement donné 76% de la supply à la communauté, quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu un airdrop de 31% day one à la communauté. Tous les jetons unlock, zéro vesting. Et il y a 38% de mémoire, quelque chose comme ça, qui devrait être déversé en tant que incentives, rewards, etc. par la suite, tout comme je suppose un peu ce que fait DYDX. Donc, en fait, c'est tout simplement game changer dans le sens où je pense qu'on n'a jamais vu un produit gagner autant de traction aussi rapidement, donner autant de supply à la communauté et avoir un prix qui s'apprécie autant après l'airdrop. Donc voilà. Et juste pour expliquer fondamentalement du coup Hyperliquid en plus de ça, donc ils ont leur propre Layer 1 et leur objectif, en tout cas ce que tu peux voir, tu peux aller sur le site de la fondation, je pense qu'ils en parlent vraiment bien. Je pense qu'il faut vraiment montrer le site en fait de la fondation. Il te redirige automatiquement. L'objectif, c'est une blockchain pour toute la finance. Donc ils prennent aussi un petit peu le virage d'une certaine manière Solana, tu vois, qui avait ça au tout début. Tu sais, c'était vraiment high frequency trading, etc. Ouais. Ils reprennent cette narrative et leur objectif, c'est de ramener toute la finance on-chain. Et pour eux, ils auront échoué s'ils n'y arrivent pas. En gros, c'est vraiment ça la dynamique. Et si tu scrolls, ils expliquent scroll, tu vas voir, ils t'expliquent plein de choses. Tu scrolls. Ouais, il veut et pas du coup, ils t'expliquent des frais bas, du levier, enfin bref, globalement un d'expert qu'on connaît. Et là, t'as toute la stack en fait qui est expliquée. Donc en gros, leur objectif, c'est d'avoir du lending borrowing dessus, d'avoir des oracles, du spot, ce qu'ils ont déjà, d'avoir des stablecoins, des vols qu'ils ont déjà. Enfin bref, ils mettent tout ça et surtout, ils ont un système qui va arriver qui s'appelle l'Hyper EVM, qui va rendre compatible le Layer 1 de Hyperliquid avec tout ce qui est sur l'EVM. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en soi, le Layer 1 Hyperliquid, actuellement, il est super décentralisé d'une certaine manière parce qu'il est run de mémoire par uniquement 4 validateurs qui sont la team. Donc c'est l'inverse, il n'est pas super décentralisé, il n'est pas décentralisé du tout, excuse-moi pour la faute. Et leur objectif, ça va être de le rendre décentralisé. Et là, la grosse différence, c'est que contrairement à beaucoup de L1 super performants, là, il va être compatible EVM et surtout, il est énormément lié des échanges financiers. Et en fait, ils ont juste énormément de liquidités qui arrivent dessus en ce moment. Il y a beaucoup de TVL, beaucoup de volume, beaucoup de choses, voilà, et qui vont s'interconnecter en fait avec l'EVM. Ce qui va faire que en fait, tu vas avoir un stack ultra performant qui va être compatible EVM. Donc, on peut s'attendre à ce que en fait, ça bouge beaucoup du côté d'Hyperliquid, du côté de la TVL, du côté de tout ce qui se passe dessus. Et en fait, si tu scrolles même sur du coup, c'est la 10e chaîne avec le plus de TVL, devant Aptos, Polygon, Optimism, enfin, c'est vraiment big. Et si tu retournes sur le site de la fondation, tu scroll encore. Voilà, voilà, community first. Et en fait, c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant. C'est pas d'investisseurs, pas de market maker, pas de fees qui va à une entreprise. C'est vraiment l'objectif, c'est de vraiment tout redonner à la communauté. Et pour te dire un truc qu'ils ont même pas, enfin, il y a des choses qu'ils ont expliquées, d'autres choses sur lesquelles ils n'ont pas communiqué publiquement, notamment toute l'utilité du jeton que je suppose qu'ils vont révéler au fur et à mesure. Mais l'énorme différence, c'est que putain, mais je me suis perdu. Tu peux revenir sur le site de la fondation ? Ouais, bien sûr, frérot. L'énorme différence, c'est que par exemple, toutes les fees, alors ça, par exemple, DYDX le fait, et je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que, en soi, pour moi, DYDX, ils ont déjà tout mis en place, en fait, ils ont déjà mis beaucoup de choses en place que Hyperliquid souhaite faire. Donc, c'est pour ça que je suis un peu mitigé parfois par rapport à la hype. Je pense juste qu'ils ont énormément géré d'un point de vue distribution de supply et l'approche communautaire. Mais globalement, toutes les fees, actuellement, elles étaient versées dans le HLP, qui était le Hyperliquid Liquidity Providing Vault, en gros. Et aussi une grosse partie qui va dans l'Assistance Fund, qui derrière est aussi utilisé pour acheter du hype. Donc en fait, les fees ne sont jamais allés à l'équipe. Ils n'ont jamais touché $1 des fees officiellement. On ne sait pas ce qu'ils font en back-end de leur côté. Voilà.
mais officiellement, ils donnent tout à la communauté. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme engouement, c'est que ça te fait penser un peu à, je sais pas, genre Jupiter, à Caspa ou à Bittensor, dans le sens où c'est community owned, c'est fair launch. Et je trouve ça hyper rafraîchissant, tu vois, dans l'écosystème, de voir un token se lancer une fois que le produit a gagné déjà énormément de traction, et où tu es susceptible d'avoir plus d'intérêt aussi pour le token, plutôt que de lancer le token et avoir une approche, on voit le produit plus tard, quoi. Donc, yes. Extrêmement cool. Je pense que surtout, ce qui a choqué tout le monde, c'est le fait que le prix du jeton Hype, c'est énormément apprécié. Peut-être que tu peux montrer le graphique. En fait, c'est quasiment juste une ligne droite. C'est-à-dire qu'on a launch à $2,50, $3 et on est monté quasiment à 10. Et puis derrière, ce qui s'est passé, c'est que t'as tous les meme coins et tous les coins qui sont lancés en spot sur cet écosystème-là. Donc le Pearl, le Hashfun, le Pip, le Jeff, tu vois, tous ces coins-là qui ont simplement explosé. Je pense même le Pip PIP. Le Pip qui a moins mangé récemment, ouais. Parce que ça a monté, en fait, ça a monté en flèche tout le week-end, et là, ça c'est le Pearl. C'est le Pearl. Tu peux montrer le Pip. Mais on va regarder le Pip, ouais. Mais genre, t'as eu plein de trucs qui ont fait x5, x6, tu vois. Enfin, c'est vraiment parti en couille. Donc, moi, j'en avais acheté. Et j'ai eu surtout un énorme airdrop, pour être clair, parce que, en fait, j'ai farmé quasiment depuis le tout début, fin 2023, toute l'année. J'ai farmé quand plus personne ne farmait quasiment, en mai, en octobre aussi. Et du coup, j'ai eu... tu sais que j'ai regardé, hein, je suis dans le top 100 des plus gros airdrops. Donc, amen. Yes. Et pour aller plus dans le détail, du coup, tu as été là tôt, parce qu'ils ont récompensé les gens qui étaient là tôt. Tu as poussé la plateforme avec ton lien d'affiliation géré par la plateforme. Ça t'a aussi donné un bonus. Ouais. Tu as exécuté du volume. Que tu ne peux pas mesurer en vrai. Voilà. C'est pour ça que c'est... Okay. Mais avec mémoire, c'est 10% des points des gens que j'ai affiliés, je crois. Ensuite, tu as exécuté du volume. Pourquoi je dis ça? Parce que là, les gens qui nous écoutent, il y a ceux qui ont suivi, il y a ceux qui ont moins suivi. Et qui se disent, comment je fais pour en profiter moi aussi? C'est au cas par cas de chaque projet. Eux, dans leur cas, ils ont récompensé les gens tôt, ils ont récompensé les gens qui faisaient l'affiliation, et ils ont récompensé les gens qui faisaient du volume. Donc forcément, comment tu fais du volume? Faut trader sur la plateforme, en sachant que tu avais un marché spot. En vrai, j'ai fait un volume démentiel, et en fait, dès début 2024, j'ai commencé à passer une partie de mon trading dessus, parce que ça me semblait EV+, dans le sens où je me disais, genre les fees, j'allais les récupérer en airdrop, j'étais quasiment sûr de ça, voire plus. Ouais. Et donc, en fait, ça revenait à trader sans fees, sans frais. Et donc, genre, t'as quelle plateforme? Enfin, c'était de la supposition, mais voilà. Et après aussi, à noter, j'ai fait une interview avec le founder, j'ai été aux events, enfin, je me suis impliqué, tu vois. Et sincèrement, genre, combien j'ai gagné de points, peut-être avec l'affiliation, etc. Je pense que, sincèrement, vraiment au plus profond de moi, je pense que c'est négligeable par rapport à ce que j'ai reçu. Parce que j'ai vraiment tellement farmé comme une brute. Enfin, j'étais dans les tops, genre de partout, d'un point de vue volume, PNL, etc. Donc, mais évidemment, ça a probablement un peu aidé. Mais trop content, en fait, au-delà du fait que on ait pris de l'argent, qu'on ait pris un bel airdrop, et surtout, en vrai, que j'ai été dans le top 100 du plus gros airdrop ever en crypto. Enfin, déjà, ça, c'est une dinguerie. Mais je suis juste content, en fait, d'avoir embarqué des gens dans l'aventure. Tu vois, avec mon tuto airdrop, avec l'interview, etc., qui... On va pas se mentir, hein, quand j'ai fait le tuto airdrop et l'interview de Jeff à l'époque, donc il y a 10 mois, tout le monde s'en branlait. Hein. Il faut être très clair là-dessus. Tout le monde s'en branlait. Hein. Et je l'ai fait aussi en ayant un partenariat avec DYDX. J'ai voulu rester agnostique. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu que, même si j'ai un partenariat avec une marque, un protocole ou quoi que ce soit, d'ailleurs, il n'y a même pas de lien affiliation, tu vois. Mais j'ai voulu vraiment essayer de couvrir quelque chose qui pouvait être game changer, qui pouvait changer des choses dans l'écosystème. Et je suis extrêmement fier que, en fait, il y a des gens qui aient pu me suivre, qui aient pu découvrir ça. Et il y a des gens dans ma communauté qui ont pris, et ouais, on a fait un article airdrop le 31 octobre. Enfin, c'est simplement une dinguerie. Et il y a des gens dans ma communauté qui ont pris 100 000, 200 000, 300 000 balles, 400 000 balles. Enfin, c'est de l'argent qui a probablement changé la vie de pas mal de gens dans ma communauté. Je dis pas, évidemment, que toute ma communauté a pris l'airdrop. Évidemment, ce serait mentir. Mais rien que si en parlant, j'ai pu influencer des gens et que ça leur a permis de changer leur vie derrière, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc,
Et petite différence avec le reste du marché, c'est qu'ils ont un marché spot, ils sont pas exclusivement sur un marché perp. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce Mais après, que pour le moment, c'est du spot natif, c'est que leurs assets. Il n'y a pas du BTC, de l'ETH, etc. Tout le reste, c'est des produits dérivés. Mais ouais, et moi, je m'attends qu'avec le VM, etc., tu aies plein de tokens qui finissent sur HL en spot, tu vois. Un peu comme ce que tu as avec Wormhole où tu as des versions de tokens Ethereum bridgées sur Solana, notamment des meme coins, etc. Je pense qu'on pourrait voir du CBBTC ou du VRAP BTC arriver. Je pense qu'en dans l'écosystème hyper liquide, il y a des gens qui vont build nativement ce genre de choses aussi. Donc, moi, peut-être que si j'ai un conseil à donner, c'est que il y a 31% du supply qui a été donné à la communauté, mais il y en a 38% qui arrivent. Et ça va se faire évidemment sur un temps long. Mais tout comme vous avez farmé Jupiter, Jupiter, il y a un système de saison. Tout comme vous avez farmé Blur, il y a un système de saison. Enfin, c'est un peu genre le cadeau qui continue de donner, tu vois. Et du coup, je pense que ça vaut le coup peut-être de tester encore. Alors évidemment, vous serez beaucoup plus dilué maintenant, tout le monde a compris, etc. Mais voilà, c'est un truc à garder en tête. Et du coup, quand même, au-delà de cette période où on a tendance à se dire que les fondamentaux, ça veut un peu tout et rien dire, fondamentalement, Hyperliquid, c'est un bon produit. Même si pour le moment, la décentralisation n'est pas du tout au rendez-vous. Elle devrait l'être et on demande à voir, mais... Et on en parlait. En fait, en gros, si tu regardes ça factuellement, bon, peut-être que j'extrapole, mais cette approche de genre le produit first et genre la décentralisation après, c'est le cas pour beaucoup de gens, tu vois. Même les L2 sont pas décentralisés, ou en tout cas beaucoup de L2 ne sont pas décentralisés. Et je pense que c'est cette approche qui les a fait gagner, parce que s'ils avaient décentralisé aussitôt, enfin depuis le début, ils auraient peut-être pas eu la performance qu'ils voulaient, ou peut-être qu'ils auraient eu plein de distractions qui feraient qu'ils auraient pas pu développer le produit comme ils le souhaitaient, etc. Donc, dans tous les cas, je dis pas que Hyperliquid est un exemple d'un point de vue de décentralisation, parce qu'actuellement, ça ne l'est pas. C'est pas du tout. Mais pas du tout. Il faut reconnaître qu'ils ont tout redonné à la communauté quasiment actuellement. Et ça, en fait, d'un point de vue tokenomics, je pense que c'est quelque chose qui peut sincèrement inspirer le reste de l'écosystème. Et c'est pour ça que je suis, évidemment, il y a de l'argent, je suis content, ça change la vie de certaines personnes, enfin, c'est incroyable. Le plus beau dans tout ça, c'est que ça donne de l'espoir, en fait. Ça donne de l'espoir aux users, ça donne de l'espoir aux builders si t'as fait les choses d'une manière saine, que t'as pas, en plus, tu vois, le système de points était opaque. Tu ne savais pas comment c'était calculé. C'était au hasard, tu vois. Enfin, alors évidemment, il y a eu genre une saison où il y a eu des points qui étaient davantage pour ce qui était effectué en spot, etc. Mais en fait, ils ont gardé une opacité dans les points, ce qui en soi a permis une meilleure décentralisation du airdrop. Et surtout, ils ont donné de l'espoir par rapport au tokenomics, c'est-à-dire qu'on est habitué à avoir 5, 10, 15% pour la communauté. Là, on parle de plus de 70% pour la communauté, avec les fees qui, depuis le début, n'ont jamais été perçus par la team. C'est tout simplement exceptionnel. Hein. Et tout est unlock. En fait, ils ont fait confiance à la communauté et ils avaient une communauté qui était tellement forte, plus le fait qu'il n'y a eu aucun insider qui a fait que, en fait, les gens ont hold, plus il y a des gens qui n'ont pas pu s'exposer à la réussite de Hyperliquid jusqu'à maintenant, qui le font avec le token hype. Donc, je suis pas en train de vous dire que ça va aller à 300 milliards. Hein. Mais en tout cas, dans les projets à suivre sur ce cycle, c'est évident que c'est un des plus gros projets à suivre. Et c'est ce que j'explique aussi un peu en live ou sur Twitter, etc. C'est que, en fait, comment ils ont fait les choses pour la communauté, ça crée un premium. Tu vois, tout comme Jupiter. En soi, les gars, Jupiter, c'est Paraswap sur Solana, factuellement. Genre, c'est Paraswap sur Solana. Jupiter n'apporte pas de liquidité. Jupiter va piocher de la liquidité sur Redium, sur Meteora, mais... Et du coup, genre, est-ce que Jupiter, ça vaut ça? Alors que c'est juste, genre, un agrégateur. Alors, évidemment, maintenant, ils ont du perp, mais ils ont un token pour ça. Ils ont un système de DCA, mais qui passe aussi par des pools. Enfin, mais du coup, en fait, le fait d'avoir donné beaucoup à la communauté, d'avoir cette approche communautaire, ça donne une sorte d'aura, ça donne une sorte de premium, en fait. Et c'est ce qu'on voit sur les meme coins. Et c'est ce qu'on voit sur les fair launch. Et je pense que c'est aussi pour ça que BitTensor c'est autant apprécié, que Kaspa c'est autant apprécié, que Jupiter est aussi autant apprécié. C'est que, en fait, l'aspect communautaire donne un premium de facto. Parce que les gens se disent, déjà, c'est plus safe de m'exposer à un truc sur lequel il y a eu aucun insider, ou très très peu, quoi. Et si vous êtes plus serein entrer dans des meme coins parce qu'il n'y a pas eu d'insider, etc., est-ce que ces projets-là, on s'en rapproche pas? Alors évidemment, il y a des missions de jetons, ce genre de choses qui peuvent vous diluer, qui peuvent impacter aussi le prix, etc. Il faut en avoir conscience. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment premier degré. Je suis content que ça soit bien passé parce que ça va inspirer l'écosystème. Ça va tirer l'écosystème vers le haut. Ça va tirer l'écosystème vers des pratiques qui sont plus community driven et qui sont
peut-être juste. Alors évidemment, Non, mais pour faire simple, au lieu qu'il y ait un décalage entre ceux qui étaient là plus tôt avec du fric et ceux qui arrivent après, bah là, en fait, tout le monde est sur le même terrain. Si on prend le cas spécifique d'Hyperliquid, ce qui a plu, hein, visiblement, après, on ne sait pas ce que l'avenir nous donnera, mais ce qui a plu pour ce lancement, c'est de se dire, il peut pas y avoir pression vendeuse à part ceux qui touchent l'airdrop parce qu'il n'y a pas de VC et la team, elle a pas encore ses jetons. si ça dump, c'est la commu. C'est aussi simple que ça. Voilà, si ça dump, c'est la commu. La team touchera ses jetons à partir de novembre 2025, pas avant. Cette information, elle est publique. Ça fait un rapport de force qui est quand même nettement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai cru comprendre que la team avait racheté aussi au listing. Enfin, au début. Et la plus grande folie, à mon sens, hein, la plus grosse dinguerie, c'est que t'as un truc qui passe de 0 à 10 milliards de FDV en 48 heures, dont tout le monde parle, ça n'est listé nulle part. Ouais. Aucun exchange n'a listé. Alors, il y a la contrainte technique, il y a CoinW, mais bon, je vais pas te faire un dessin. Mais en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que c'est surtout la raison du market making et de la barrière à l'entrée technologique. Dans le sens où, en fait, pour proposer une crypto sur un exchange, et donc pour que Binance lisse, etc., ils doivent avoir du supply, ils doivent pouvoir market maker ça. Donc, soit ils vont prendre des market makers, soit ils vont le faire eux-mêmes. Enfin, je vous fais pas le débat politique sur ce qui se passe chez Binance, mais ils ont besoin de supply pour que le marché soit assez liquide, etc. Or, Binance n'a jamais eu de supply, n'a jamais pu investir, donc ils vont devoir acheter ce supply-là, ou en tout cas leurs market makers vont devoir acheter du supply au marché. Le deuxième point qui est gigantesque aussi, c'est que en fait, si tu veux pouvoir lister le hype, il faut que tu intègres la chaîne Hyperliquid. Et actuellement, c'est pas possible ou très difficilement faisable. Et donc moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un listing de contrats dérivés. Parce que d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait PIF Network, Bit Network qui sont mis en place sur le testnet, probablement en partie le mainnet de Hyperliquid d'une certaine manière. Donc peut-être que ça va aider aussi à des exchanges centralisés à le lister en perp pour avoir un oracle, parce que sinon tu crées un décalage qui est complet, et t'as pas de funding rate, etc. Il te faut le prix spot en temps réel. Donc ça a peut-être été un truc qui a limité ça. Mais je pense que dans tous les cas, les perps vont arriver. Je pense qu'on va avoir Binance, Bybit, Coinbase, tout qui va arriver en perp. Et ensuite, le spot se fera progressivement. Mais en tout cas, moi, je m'attendais à ce qu'on voit du perp day one sur Binance, etc. Et moi, ça me donne de l'opium. Genre, t'as un truc qui est community owned, qui est listé nulle part. Et les gens, pour y accéder, ils doivent déposer de l'argent sur Arbitrum, ils doivent bridger sur la Hyperliquid Chain, et ils doivent se dire, je vais acheter un fois je sais pas combien, ça va. Et du coup, en fait, tout le monde se limite mentalement parce que personne n'a envie d'acheter un fois je sais pas combien d'un truc qui peut se faire dump par la commu et que c'est on-chain et donc compliqué d'y accéder. Alors que sur de l'EVM, etc., c'est encore plus facile d'accès. Et donc, je pense que cette barrière va être de plus en plus négligeable au fur et à mesure du temps, mais faut donner du temps et le jeton, c'est énormément apprécié très rapidement, mais il faut donner du temps à ce genre de truc. Là, on a eu un départ de fou furieux, donc tranquillou les gars. Tranquillou. Yes, et donc pour terminer là-dessus, simplement, quand vous savez pas trop comment les jetons vont se débloquer, vous pouvez voir que ici en l'occurrence, on a donc 31% qui ont été débloqués au lancement. On a pu voir que les core contributeurs, ils auront leurs jetons en novembre 2025. Reste donc ces 39% qui seront débloqués pour la communauté, et ça va être au bon vouloir de l'équipe et de la gouvernance. De la fondation, ouais. Donc ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 6 mois. To be continued, comme on dit. Exactement. Et je crois que 60-65% des USDC sur Arbitrum sont chez Hyperliquid. Hein. Okay. Donc, dinguerie monumentale. Mais tu vois, je me dis que demain s'ils faisaient comme DYDX et qui te permettait de déposer ce qui est incroyable sur DYDX, il faut le dire. Sur DYDX, tu peux déposer depuis Solana, depuis n'importe quelle chaîne EVM. Tu peux déposer genre ultra simplement, ce qui enlève énormément de barrières à l'entrée. Donc, si on a ce genre de choses sur Hyperliquid, ça peut être intéressant. Mais dans tous les cas, projet encore centralisé qui va se décentraliser dans le temps et qui a encore beaucoup de choses à faire. Il faut donner du temps à ce truc-là. Qui va se décentraliser dans le temps et dans très longtemps, je pense. Et je pense que ça va ne faire que renforcer ou revaloriser DYDX qui ont été juste en avance parce que DYDX, depuis je crois un an et demi, ils sont totalement décentralisés. Ils donnent 100% du revenu aux stakers et aux gens qui ont de l'argent dans le Megavolt. Enfin, tout le monde se branle sur Hyperliquid, mais en vrai, tout ce qu'ils ont fait d'une certaine manière, DYDX l'a fait avant. Je pense qu'ils l'ont fait juste peut-être moins bien par rapport à la communauté, même si DYDX a donné un des plus gros airdrops historiquement, faut pas l'oublier. Et après, ça va être une question du X, etc. Mais dans tous les cas, ça va être trop bien parce que tout le monde va se tirer vers le haut, tout le monde va vouloir faire mieux qu'Hyperliquid. Hyperliquid vont vouloir toujours faire mieux. Et en fait,
juste, ça tire l'écosystème vers le haut, en fait. C'est juste ça qui me rend incroyablement bullish pour l'écosystème et ce qui se passe du côté d'Experp, c'est que ils montent la voie et tout le monde va vouloir les dépasser. Du coup, ils vont devoir tout le temps innover. Et du coup, DeFi Renaissance, peut-être. Et du coup, toutes ces plateformes de trading, au final, ça tourne sur quoi d'un point de vue technique? Hyperliquid, c'est un consensus custom qui est un peu basé sur les technos Tui et Aptos, de ce que j'en ai compris, du moins les ancêtres du consensus, qu'ils ont réadapté à la DeFi pour Hyperliquid. Jupiter, ça tourne sur Solana. Donc, c'est Proof of History plus consensus Solana. DYDX, c'est Cosmos SDK. Donc, c'est basé sur la base Cosmos. Et JMX, c'est Arbitrum de mémoire. et Avalanche, il me semble. Arbitrum et Avalanche. Ouais. Pour ce qui est d'Apex, c'est un Starknet. Ouais. Et après, le Drift, c'est Solana. RabbitX, je crois que c'est un lien avec Starknet, mais je suis pas 100% sûr. C'est multi-chain, mais je sais pas comment ça tourne. Mais ce projet-là, moi, je le trouve bizarre. Hein. Ils ont fait énormément de wash trading, de trucs bizarres et tout. C'est pour ça que va falloir voir ce que ça donne. Mais moi, personnellement, enfin, je peux vous donner le feedback. Hein. Je pense que tous les autres d'experts ont compris qu'il fallait se bouger le cul. Et je pense que quand je vous dis que ça va tirer tout le monde vers le haut, c'est que je le vois déjà. Enfin, moi-même, je suis utilisateur de DYDX et de Hyperliquid. Et alors, à ma petite échelle, hein, mais j'ai des appels régulièrement avec DYDX pour leur donner des feedbacks en tant qu'utilisateur. Et sur tout le développement de Hyperliquid, j'ai aussi donné beaucoup de feedback à la team Hyperliquid. Donc, je reste agnostique. Je peux travailler avec n'importe qui, mais l'objectif final, c'est que on ait un meilleur écosystème. Et j'essaye d'aller dans cette direction-là. Voilà, donc on arrête de vous prendre la tête avec Hyperliquid. C'était important de vous en parler dans le détail parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à en tirer, honnêtement. C'est le plus gros truc de la semaine, tout simplement. Et c'est le plus gros airdrop jamais vu quasiment pour la communauté. Donc, il fallait en parler. Donc, c'était important d'en parler. Et puis, des airdrops, il y en aura d'autres. Et vous n'aurez jamais la garantie d'un franc succès ou pas. Mais de temps en temps, ça paie. Et souvent, ça paie parce que justement, il y a beaucoup de gens qui croient moins. Ou qu'il y a des barrières à l'entrée. C'est passé, voilà. Mais c'est ça qui est trop fort sur Hyperliquid, du coup. C'est que les gens qui ont farmé, c'est des gens qui trade vraiment. Et du coup, c'est pour ça que ça fait la différence. Alors qu'un truc qui est, entre guillemets, plus facile d'accès, plus généraliste, etc., forcément, ça a plus de mal parce que n'importe qui peut farmer. Souvent, les conditions de farm sont plus ou moins explicites, ou la distribution est bizarre. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a aidé. Et en plus de ça, on n'a pas parlé, mais les users qui étaient rankés dans le top 5000 sur Hyperliquid vont recevoir un NFT. Et je pense que ça va être un NFT qui va être très bien valorisé parce que ce sera le moyen le plus simple de targeter, donc de cibler les power users de Hyperliquid, donc à savoir les traders les plus actifs. Donc je suppose que ça va être un NFT qui va recevoir de nombreux airdrops parce que t'as des gens qui voudront faire des vampire attacks ou des gens qui vont se lancer sur Hyperliquid qui voudront capter ces utilisateurs-là, etc. Donc je pense aussi que le NFT peut être source de nouveaux airdrops pour les holders de ces derniers. On fera une petite parenthèse NFT d'ailleurs juste après. Donc là, j'enchaîne sur les actualités. Du coup, on a Michael Saylor qui propose à Microsoft d'acheter 100 milliards de dollars de Bitcoin chaque année. Alors le plan, il est très simple, c'est de proposer à Microsoft de faire exploser son action en bourse, justement en surfant sur la vague crypto, en sachant que dans la théorie qui est quand même ballsy de Michael Saylor, Bitcoin pourrait, je mets du conditionnel, pourrait atteindre 1,7 million de dollars d'ici 2034. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que market cap, en fait, l'idée c'est de se dire, on a la capitalisation de l'or qui est de 17 000 milliards de dollars, on a celle de Bitcoin qui est 9 fois moins. Si Bitcoin surpasse la capitalisation de l'or, on peut y aller. En sachant que l'or va continuer d'augmenter en capitalisation, naturellement, puisque l'or ne fait que suivre, en fait, la nouvelle monnaie qui est créée, que ce soit des dollars, des euros, etc., etc., etc. Donc, elle est ballsy. Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. J'aime pas trop partir dans des délires directs, 1,7 million de dollars d'ici 2034 et tout. Par contre, ce que je peux vous dire... T'as regardé la présentation ou pas? Parce que moi, je pense que la présentation, moi, je l'ai regardée du coup, et je pense que tout le monde devrait regarder la présentation parce qu'elle est courte, elle fait 3 minutes, elle est super condensée, et en vrai, c'est le pitch parfait pour expliquer ce que c'est Bitcoin et de l'évolution de la monnaie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. En gros, il dit que si tu veux surperformer n'importe quoi, t'achètes du BTC. Il dit que maintenant, c'est aussi adopté par beaucoup de gens, des États. Il parlait de Trump aussi. En fait, toute la proposition de valeur de Bitcoin est exprimée, une bonne partie avec un prisme corporate d'investisseurs
exprimé dans cette courte présentation qui est disponible sur le Twitter de Khan Academy pour ceux que ça intéresse. Et ouais, d'ailleurs, il met cet extrait de Trump qui dit ne vendez jamais vos BTC, tu vois. Donc, je crois que de toute façon, le conseil d'administration était défavorable, donc je pense que ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, en fait, si ça arrive, même dans une mesure qui est faible, ça va tout changer. Parce que Microsoft, une des plus grosses sociétés capitalisées en bourse, qui se met à acheter du Bitcoin, je te dis pas le signal que ça envoie en TradFi. Donc, je pars du principe que ça n'arrivera pas, que c'est très improbable. Mais si ça arrive, vous serez tous riches, quoi. Et du coup, pour que vous puissiez un petit peu rationaliser derrière ce grand 1,7 million de dollars, je pense que c'est important de vous faire comprendre de quoi il s'agit. Il y a de plus en plus de monnaie en circulation. C'est-à-dire que par la création de nouvelles dettes, c'est-à-dire quand des gens vont voir leur banquier ou quand il y a des stimuli économiques divers et variés à la suite du Covid, peu importe, il y a de la nouvelle monnaie qui est créée. Par exemple, on peut voir que dans les années 60, aux États-Unis, voilà, il y avait à peu près 300 milliards de dollars. Après, on est passé en l'an 2000 déjà à 4 500 milliards de dollars et on est aujourd'hui à plus de 21 000 milliards de dollars de monnaie en circulation. Dans les grandes lignes, hein, voilà. Faisons dans les grandes lignes, ça sert à rien de me dire oui, non, c'est pas tout à fait ça, machin. C'est dans les grandes lignes. Donc en fait, on a de plus en plus de monnaie. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que cette monnaie, elle part partout. Elle part dans l'immobilier, les terrains, les actions, les cryptos, etc., etc. Donc le calcul, c'est de se dire que Bitcoin, tout comme les actions, etc., aspire cette valeur. La logique veut que l'or montera, que les grosses actions des plus grosses entreprises utiles monteront. Parce que je veux dire, je me vois mal parier à la baisse sur du Apple, Nvidia, Microsoft. Mais aussi parce que ton dollar se déprécie aussi. Ouais, voilà. Et en fait, le plus fou dans tout ça, c'est que t'as le dollar qui se déprécie factuellement. Enfin, genre, t'as moins de pouvoir d'achat. Ouais. Mais en même temps, t'as genre globalement toutes les monnaies sur Terre qui se dévalorisent par rapport au dollar. Je dis pas toutes, hein, mais t'en as quand même beaucoup qui arrivent pas à rivaliser avec le dollar. Alors que le dollar, on en imprime des chiers, quoi. Donc ça montre parce qu'en fait on se dit tout va bien, mais si la référence c'est le dollar et qu'on imprime des quantités astronomiques, bon. Le franc suisse s'en tire mieux que le dollar, par exemple, mais ça fait partie des rares monnaies. Et le franc suisse, il faut le dire, le franc suisse, enfin regardez la Suisse que ça représente dans le monde, genre en termes de population, économiquement, etc. Enfin c'est minuscule, quoi. Donc du coup, je vous fais un calcul pour que vous compreniez bien. En l'an 2000, on avait à peu près 4 500 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a 21 000, ça fait 20 x 4. Dans les grandes lignes, ça fait x4. Si vous prenez l'indice S&P 500, qui est quoi, c'est les 500 plus grosses sociétés en bourse US, en l'an 2000, on était à 1300 et quelques points, 1500 points. Aujourd'hui, on est à 6000. Donc, on est là aussi en x4. C'est-à-dire que le S&P suit à peu près la création monétaire. Par contre, je peux parier assez facilement que les salaires des Américains n'ont pas fait x4 depuis l'an 2000. Ceux des Français non plus. Donc en fait, cette nouvelle monnaie, elle part pas dans les salaires, elle part dans la spéculation, d'accord ? Et Bitcoin, parmi plein d'actifs, est un aspirateur de valeur, n'est que le reflet de la dévaluation du dollar, de l'euro et de cette spéculation, d'accord ? Jusqu'à présent, c'était l'or qui avait un peu ce rôle de réserve de valeur, mais l'or, d'un point de vue monétaire, et là c'est moi qui vous le dis, et c'est ce que je pense, et je vous dis pas c'est une vérité absolue, l'or, d'un point de vue purement monétaire, pas en tant que conducteur d'électricité ou pour faire des bijoux, est inférieur à Bitcoin simplement parce que le nombre d'or en circulation, le nombre d'or en circulation continuera d'augmenter et on reste imprécis sur la quantité d'or qu'il y a sur Terre, on découvre constamment des gisements d'or. L'or n'a pas été né sur Terre, l'or vient des étoiles, des astéroïdes qui se sont écrasés sur Terre, donc potentiellement on pourrait trouver de l'or en dehors de la Terre. Tandis que Bitcoin, il y en a 21 millions, il n'y en aura jamais un de plus. Donc, mathématiquement, Bitcoin, d'un point de vue monétaire, est au-dessus. Vous voulez le croire, vous voulez pas le croire, ça c'est votre problème. Nous, c'est ce qu'on croit. On peut pas te confisquer tes Bitcoins, on peut te confisquer ton or. C'est plus compliqué. Je peux t'envoyer 1 milliard de dollars de Bitcoin sans que personne n'ait son mot à dire. Pour t'envoyer 1 milliard de dollars d'or, je te dis pas ce qui se passe. Donc, et c'est ce que dit Michael Saylor dans sa présentation. Genre, je pense que retourne dans sa présentation, il va genre un peu au début. Genre, essaye encore un peu après, encore après. Je te dis quand tu fais stop, ok? Voilà, non, après. Là, ouais, reviens avant. Ouais, ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, du coup? Bah, genre. Enfin, il parle justement de Bitcoin et de ses attributs par rapport au reste, tu vois. Et je crois qu'il en parle encore après, tu vois. D'accord. Le fait que c'est un actif qui n'a personne à sa tête, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais, bien sûr.
bien sûr. Et que tu peux très facilement diviser, que tu peux très facilement faire se déplacer, qui est difficile à couper parce que ça nécessiterait de couper les Programmable. satellites, etc. Il est programmable, tout à fait. Donc il est évolutif de facto. Et du coup, bah ouais, c'est une nouvelle forme de monnaie. Et encore une fois, hein, vous pouvez ne pas croire et nous prendre pour des ahuris et il n'y a pas de souci. Hein. Mais nous, si on est sur Coin Academy et que on est sur ce marché depuis 8 ans, c'est qu'on y croit dur comme fer. Et je vais être très honnête avec vous. Moi, quand j'ai commencé en 2017, je pensais que Bitcoin était très bon, des bases très bonnes, mais qu'il était vieillissant de par le fait que c'est un réseau qui est lent et qui évolue peu par rapport à d'autres. Mais en fait, c'est ce qui fait sa force parce que Bitcoin ne cherche pas à tout faire. Bitcoin ne cherche pas à être une machine à exécuter Tu beaucoup de parles d'Ethereum là? complexité comme Ethereum sur la main, etc. Je parle de, voilà. Bitcoin est juste un moyen d'échange international avec une quantité limitée, qui est facile à comprendre, qui est facile à expliquer, qui est facile à comprendre, on va pas se mentir. Et c'est ça qui fait que c'est assez unique. Voilà, donc c'était le moment un petit peu Bitcoin Maxi de cette émission, mais c'est important que vous l'intégriez bien et que vous soyez capable au prochain repas de Noël, quand vous allez vous prendre la tête avec tonton qui sait tout, qu'est-ce que c'est Bitcoin? Voilà, être capable de lui expliquer. Et si vous avez encore du mal pour l'expliquer, bah, je me permets de vous replacer bien sûr la formation Bitcoin qui est gratuite sur Coin Academy, qui est aussi dans toutes les descriptions de nos vidéos YouTube, où on vous explique du coup ce que c'est, comment ça fonctionne, comment miner, Qui est comment en acheter, gratuite. comment le sécuriser. Voilà. Et Entièrement gratuite. tout ça, c'est accessible gratuitement. Vous cliquez sur qu'est-ce que Bitcoin et vous avez juste à lire et à partager autour de vous. Je continue sur l'actualité. On a encore pas mal de choses à voir ensemble. Donc, on a encore une très bonne nouvelle. Et je pense qu'on n'a pas fait assez de bruit vis-à-vis de cette nouvelle. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des bonnes nouvelles qui viennent de partout. Les prix montent, la politique aussi. Mais ça, c'est une décision qui est très forte. On invalide les sanctions contre Tornado Cash. Pourquoi c'est une très bonne nouvelle? Parce que ce qui s'était passé sur Tornado Cash, c'est quoi? À la base, Tornado Cash, c'est un protocole qui vous permet, en fait, de rendre vos entrées et vos sorties quand vous transférez de l'argent, les rendre intraçables. C'est-à-dire, vous avez envie, voilà, de vous cacher, vous avez reçu des Ethers et vous avez envie de rebalancer vos Ethers sur un autre wallet et vous voulez pas qu'on retrace les pistes. Tornado Cash vous sert à brouiller les pistes. Et ça a été la cible de nombreuses attaques politiques parce que ça a été jugé comme un facilitateur de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, etc., Et etc., etc. d'ailleurs, j'ai une interview mercredi avec Chainalysis. Ok, stylé. Voilà, donc ce sera l'occasion d'en discuter. Et du coup, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Il y a eu en fait une décision politique de s'attaquer à ce protocole et plus particulièrement à un de ses développeurs, de le mettre en prison très longtemps, très 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 longtemps, pour lui pourrir sa vie à lui, mais aussi envoyer un message à tout le monde qui est ne faites pas des protocoles décentralisés parce que dans le doute, on peut venir vous attraper et vous foutre en cage comme des merdes. Et ça, c'est un message, je pense, qui a fait peur à beaucoup de monde et qui a potentiellement plombé un peu le marché en plus de toutes les merdes qui nous sont arrivées, que ce soit Crash Luna, Crash FTX, etc., etc. Là, le fait qu'il y a un rétropédalage et que ça va commencer à très bien se passer pour les gens qui ont bossé sur Tornado Cash, ça envoie un signal qui est extrêmement positif, qui est on vous parle de décentralisation, allons dans la décentralisation jusqu'au bout, il faut dissocier le protocole de ses créateurs et de ce qui en est fait. C'est comme si je vous disais, il y a un mec qui a inventé un couteau, premier meurtre au couteau, on va chercher le mec qui a inventé le couteau et on lui dit, t'as inventé un truc qui tue des gens, faut te mettre en prison. Vous comprenez bien que c'est un non-sens. Bah, c'est ce qui s'était passé avec Tornado Cash, même si j'extrapole un petit peu. Donc, signal extrêmement positif sur le marché qu'il faut prendre en considération aujourd'hui. Voilà, en plus de tout ce que vous voyez en ce moment. Ensuite, j'enchaîne. Cantor Fitzgerald, je sais pas si je le dis correctement, qui est une banque américaine, rachète 5% de Tether et le PDG de cette banque, du coup, Cantor, devient secrétaire au commerce de Trump. Donc, initialement, cet homme-là, en off, disait je vais me servir de mon pouvoir pour essayer de sortir un petit peu Tether du pétrin parce que Tether est aussi attaqué par les régulateurs, etc., de toutes parts. Et donc là, en ayant une position qui le rapproche du pouvoir, donc du prochain gouvernement de Trump qui attaquera à partir du 20 janvier 2025, il va permettre à Tether potentiellement de se protéger et de s'étendre peut-être, parce que peut-être que Tether a plein de projets. Pardon. Du coup, c'est Howard Lutnick et du coup, il est PDG de Le Cantor PDG. Fitzgerald. Ouais. C'est ça. Howard Lutnick qui est PDG de Cantor. Et en fait, ce que je vous disais plus tôt dans l'émission, la réglementation, c'est bien, il en faut, d'accord, protéger les investisseurs, éviter que ce soit le grand Far West, il n'y a pas de souci. Mais la réglementation aussi empêche l'innovation de facto. Certaines innovations, si elles sont mal cadrées ou mal comprises, peuvent
arriver à des solutions un peu graves, comme on l'a pu voir avec Tornado Cash, ou même Tether, où je sais pas, on pourrait mettre des gens en prison pour leur dire vous avez Mais facilité du blanchiment, peu importe. dans ce sens, il y a aussi la grosse news qui est que Trump veut que les cryptos se fassent réguler par la CFTC et pas par la SEC. Ouais, alors je l'ai placé normalement, ça. Oui, je l'ai placé effectivement. Jusqu'à présent, c'était la SEC qui régulait les crypto-monnaies et les securities. On a vu que sous la coupe de Gary Gensler, c'était pas terrible. Donc là, Trump commence à faire passer le message. Bon, bah, la SEC, je vais vous mettre en touche. Vous allez vous rééduquer vis-à-vis des cryptos. Et puis en attendant, je vais passer la main à un autre régulateur qui est la Je sais CFTC. pas si c'est en attendant, parce que en gros, la CFTC, c'est les commodities. Donc, en gros, ça veut dire que les crypto-actifs ne sont plus du tout vus de la même manière aux yeux du gouvernement américain, en fait. Alors, Parce que là, on passe de securities à commodities, ce qui n'est pas du tout le même, quoi. oui, mais le problème, c'est pour ça qu'il faut voir, c'est que si on s'occupe des commodities, Bitcoin et Ethereum, qui ont leur ETF, sont pas considérés comme des commodities. Qu'en est-il de tous les autres altcoins? Si, justement, ils sont considérés comme des commodities, Bitcoin et Ethereum. Oui, pardon, je me suis mal exprimé. Sont considérés comme des commodities, pas des securities. Mais qu'en est-il des autres altcoins? Bah, c'est ça le Tu vois. truc, c'est que s'il veut dire que les cryptos seront régulés par la CFTC, ça fait des cryptos toutes des commodities. Et ce qui, Ouais, en sens, est, enfin, même si on est pro-crypto, etc., pour moi, c'est un non-sens un peu. Parce qu'il y a des c'est trucs un qui non. ressemblent quand même pas mal à des securities, quoi. Bon, j'arrive 2 secondes. On a perdu Capette. Ah. Les gars, j'en profite pour lire le chat si jamais. Allô, Léo? Ouais, hein. C'est bon, je t'entends. Ok, super. Excusez-moi, j'ai le casque qui s'est coupé sans vraiment me dire il n'y a plus de batterie. Mais ouais, moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que potentiellement, peut-être qu'on va faire une distinction. Dans le cas Bitcoin, Ethereum, où c'est clairement des commodities, ce sera CFTC. Et puis pour toutes les autres, bah, il y aurait peut-être une collaboration entre CFTC et SEC, ou alors ce serait la SEC qui gérait le cas des autres. À voir. Mais là, c'est que de la supposition, je peux rien vous promettre, pardon. Ensuite, on a Avalanche. Bon, ça, je vous en avais déjà parlé. Avalanche qui lance Avalanche 9000. Donc, c'est un grand programme avec une suite de mises à jour. Et là, Avalanche arrive sur la fin de Avalanche 9000. Grosse mise à jour dans le sens où, déjà, son subnet principal, la C-Chain, qui est en fait le subnet EVM qui est utilisé par les applications, va voir déjà une baisse drastique de ses frais de plus de 90%. Je crois qu'on parle de 96% de frais en moins. Et on a également beaucoup plus de facilité à lancer des nouveaux Layer 1 sur Avalanche, donc des nouveaux subnets, en plus d'avoir un protocole qui va permettre une interopérabilité entre les différents subnets, un peu à la manière d'IBC sur Cosmos, sauf que cette fois, ça se passe sur Avalanche. Donc ça va être intéressant à surveiller, parce qu'on parle beaucoup de Cosmos, on parle de Polkadot, etc. Mais en attendant... des Layer 2. Et en fait, bah là, de ce que j'ai compris, c'est que les subnets vont coûter moins cher que les Layer 2 d'Ethereum en termes de... Donc après, il faudra l'effet de réseau qui va avec, bien sûr. Ouais, mais que ce soit 1 centime ou 0,05 centime, pour le user, ils s'en branlent, non? Ouais, Enfin, du coup, la mais valeur non. qu'il va aller chercher, c'est pas genre des frais bas, c'est genre de la liquidité, des choses à utiliser, etc., ce que Avalanche n'a pas. Le problème étant que il va se passer quelque chose d'intéressant si le marché ne se retourne pas et qu'il continue de s'élargir comme on le voit depuis quelques jours, voire semaines. C'est que là, on arrive à un stade, alors je sais plus où j'ai mis ça dans mes notes. En gros, on arrive à un stade où les frais sur les roll-up Ethereum vont commencer à augmenter drastiquement parce qu'il y a de moins en moins d'espace pour les différents roll-up. Donc, ils vont se faire une compétition aux enchères et on va voir du coup les frais exploser sur les L2 Ethereum. C'est pas les users qui vont payer ça, C'est les roll-up, mais du coup, ça va être reporté sur les users. On est sûr de ça? Ah bah, c'est le principe. Ok. C'est le principe. Donc, pour le moment, ça reste tranquillou, mais au fur et à mesure que ça avance, bah, ça va se voir de plus en plus. Alors, quand tu vas sur Ultrasound Money, est-ce que je vais retrouver l'information? Ça brûle un peu d'ailleurs? Très peu. Justement, pour que ça commence à brûler, il faudrait soit une suractivité sur le Layer 1, ce qui n'est pas vraiment le cas, soit une suractivité au niveau des roll-up. Et en fait, tu vois, pour le moment, il n'y a pas. Il y a des petits pumps, mais c'est tranquille. Mais si on commence à avoir une grosse activité sur les roll-up, voilà toute ma théorie de ce qui va se passer. Les prix des L2 vont monter. Ça va commencer à gueuler parce qu'on va comparer à Solana, Les prix des frais Aptos sur la et L2, compagnie. Ouais, les prix des frais sur la L2, machin. Mais dans le même temps, c'est bullish pour Ethereum d'une certaine façon parce qu'on va brûler des Ethers. Donc, on va dire Ultrasound Money, patati patata, y a moins d'inflation que Bitcoin, etc. Va venir dans le second plan, je pense. Voilà, je peux me tromper, mais je le pense. Les Celestia, les Aave, les Gunlayer, etc. Parce qu'aujourd'hui, pour donner une vraie utilité à ces projets annexes,
il faudrait justement que Ethereum soit saturé d'activité. Après là, en vrai, juste d'un point de vue, pour prendre un peu de recul, hein, mais qu'on regarde factuellement, Ethereum, in fine, avec les burns externes, n'a pas d'inflation. Solana a une Très forte peu. inflation. Bitcoin a une forme d'inflation parce que tous les tokens ne sont pas disponibles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a une inflation dans tous les cas sur Bitcoin parce qu'il y a Et toujours en des fait, nouveaux est-ce que du coup, Bitcoins. ça fait d'Ether le layer 1 le plus adopté, le moins inflationniste? On parle quand même, tu vois, annualisé, genre d'un plus 5, 6, 7%, tu vois, sur Solana, sur le reste, etc. Sur Ethereum, globalement, on conçoit à 0.3 ou 0, c'est la même chose, quoi. Donc, c'est pour ça que ETH aussi a son rôle à jouer au-delà de la technologie, etc. C'est que, en fait, t'as probablement un asset qui est utile et qui est soit soit il y a pas d'inflation, soit il y a de la déflation, quoi, potentiellement. Enfin, par rapport à des métriques qu'on a vu en bear market, quoi. Ouais, chercher les taux d'inflation, je les ai, tu vois. Avec un Solana qui a plus de 5%, Avalanche qui est à plus aussi. Donc, ça va baisser sur Solana, mais ça reste quand même effectivement avec beaucoup d'inflation. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que Ether peut briller. Hein. Je pense que là, il a bien lagué. De toute façon, tu nous parleras du prix après. Hein. Mais ça a bien feu d'Ether. À un moment donné, il va falloir qu'Ether reprenne son trône dans tout ça, parce que c'est là où il y a la DeFi, c'est là où il se passe le plus de choses sur cet écosystème, en fait. Hein. Ouais. Donc, à voir. Ensuite, donc, assassinat politique orchestré, c'est ce que je vous disais plus tôt. Bon, voilà, simplement, le projet LibraDiem, qui était historiquement, en fait, un gros réseau de paiement par Facebook pour l'écosystème Facebook. Donc, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, parce que ces 4 applications-là, c'est Facebook derrière, c'est Meta. Ils voulaient justement faire un gros réseau de paiement. Donc, ils voulaient développer un système blockchain unique pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le projet s'est appelé d'abord Diem, puis Libra, si je me souviens bien. Et ça a mis du temps. Donc, au début, ils avaient trouvé plein de soutiens de banques, d'investisseurs privés et tout. Et puis, tous les investisseurs les a lâchés. Et en fait, ce qui se serait passé, c'est que la Banque fédérale américaine et sa directrice, Janet Yellen, c'est ça, hein, c'est Janet qui était directrice, ou je sais plus si c'est exactement son rôle, mais bref, leur ont fait sous-entendre, en gros. On vous empêche pas de créer le projet Libra. Vous avez le droit. Mais je vous promets pas que vous aurez pas de problème. Donc, c'est ce qui a été dit directement aux fondateurs du projet, ou indirectement parfois. C'est ce qui a été dit aux gens qui investissaient autour du projet. Et donc, comme c'était un projet parmi tant d'autres chez Facebook, et Facebook, c'est une gigaboîte, hein, ils n'ont pas joué le coup. Ils ne sont pas dit fuck la réserve fédérale américaine, nous on y va, on s'en bat les couilles. Ils ont juste dit ce que ça veut dire, c'est que en vrai, probablement sous le mandat de Trump, ça pourrait être lancé. Je pense pas. Tu penses qu'un jour ce sera lancé, ou c'est vraiment totalement abandonné, ça n'arrivera jamais? Alors, LibraDiem, parce que la blockchain, frérot, elle va pas disparaître, elle va rester. L'intérêt, le besoin, il va pas disparaître, il va continuer d'exister, il va même augmenter, tu vois. Donc, est-ce que en fait, Libra, c'est pas Tether, c'est pas Circle, et donc on doit compter sur ces boîtes et Facebook ne fera jamais rien, Meta, ou est-ce que c'est une belle réflexion. C'est une très belle réflexion, ce que tu dis. Ça va dépendre à quel point Mark Zuckerberg aurait envie de se relancer et de porter ses couilles. Parce que David Marcus, j'y ai pas pensé, le dirigeant de Diem, en gros, ce qu'il disait, que tout était prêt. Genre, d'un point de vue légal, on leur disait c'est OK, mais en off, on leur disait on peut pas vous empêcher, mais vous aurez probablement des soucis, quoi. Donc, est-ce que ça changerait pas avec l'administration Trump? Le problème, c'est que, est-ce que du coup, tu lances un truc qui va exister et être toléré sous une seule administration? Est-ce que ça pourrait changer drastiquement entre... en fait, en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il y ait à nouveau des discussions sur ce sujet-là. C'est clair. J'y ai pas pensé avant que tu en parles, mais pourquoi pas après tout, tu vois. Surtout que les choses ont bien évolué, donc why not? Et surtout que Telegram a tonne et tout, quoi. Donc, ouais, et puis c'est surtout, à la limite, ils font pas une blockchain à part, ils font juste ça sur une blockchain peut-être existante, ou un truc qu'ils vont forquer, et à ce moment-là, quel signal ça envoie sur Suiaptos? Parce que les enfants de LibraDiem, c'est Suiaptos. Donc l'information, elle est quand même intéressante. Parce que pour vous dire le gros flex qu'on peut vous faire, le CTO de Aptos, on l'a rencontré, on lui a parlé quand on était à Singapour, il a fait partie des gens qui ont développé LibraDiem. Voilà. Donc on a parlé au tech guy qui est derrière tout ça. Et j'avoue que... Qui aurait pu changer le monde. Qui aurait pu changer une partie du monde. Mais en fait, ils ont été tués justement parce que Facebook était tellement hype à l'époque, parce qu'ils le sont toujours, mais moins maintenant, que si en plus ils avaient l'infrastructure de paiement qui arrivait avec, ça leur aurait donné un pouvoir de fou. C'était comme à l'époque de Google Prime.
Google, ça a un peu baissé, mais à un moment donné, tout le monde flippait de Google, quoi. Mm. Donc, l'administration Trump, bon, ça, on en a parlé. Pour terminer, le URT, c'est un stablecoin euro qui était émis par Tether, qui n'a jamais eu une grosse traction, hein, 27 millions de dollars. Bah, ils ont décidé qu'avec la réglementation MiCA, ils vont tout arrêter et se concentrer sur Cantos et Hadron, qui sont pas leurs boîtes, mais des boîtes auxquelles ils participent, qui, eux, émettent des stablecoins totalement régulés. Et pour le coup, j'ai une interview normalement de Paolo, du coup, CEO de Tether, qui arrive. En gros, je les avais contactés il y a plus d'1 an. On a fait des allers-retours par message. Au final, ça s'était pas fait. Et ils m'ont relancé aujourd'hui. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient le faire. Donc, comme quoi. Ça bouge. Ça bouge. Ce sera disponible du coup sur la chaîne de CryptoPixel pour les intéressés. Je suis bon au niveau de ces actualités-là. Est-ce que j'avais noté des trucs intéressants? Parce que ça fait un bon moment que je monopolise la parole. Je vais juste aller rapidement sur un truc qu'on a vu passer tout à l'heure. C'est ça. On a Kakarot qui est un projet de l'écosystème Starknet, projet à part, mais qui fait partie de l'écosystème Starknet, qui à la base devait ramener la fonction EVM sur Starknet au premier trimestre 2025. Alors, ils nous disent pas qu'ils vont pas le faire, mais en tout cas, ils le feront pas au premier trimestre 2025. En gros, ils nous expliquent que parce qu'ils utilisent la machine virtuelle d'Ethereum, eh bien malheureusement, si, imaginons, Kakarot se mettait en place très rapidement sur Starknet et qu'il y a l'EVM, et qu'il y a des applications EVM sur Starknet et que ça marche bien. Ce qui se passerait, c'est que la majeure partie de l'activité sur Starknet passerait par ça. Et parce que ça passerait par ça, potentiellement, les gens diraient c'est quoi ce délire? Comment ça se fait que j'ai que 5, 10, 15, 20 transactions par seconde sur Starknet alors qu'on m'a dit que Starknet c'était hyper puissant et tout. Et ça commencerait à flame Starknet et à dire ouais, Starknet en fait c'est de la merde. Pourquoi 10, 15 ou 20 transactions par seconde alors que d'autres layer 2 type Base, Optimism, etc. en font beaucoup plus? Tout simplement parce que Starknet ou Kakarot, t'as toute la partie zero knowledge qui va derrière. Et cette partie-là, bah forcément, elle est beaucoup plus lente qu'un système simplement optimiste. Donc du coup, le pivot, il est assez simple à comprendre. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont se concentrer sur l'écosystème EVM compatible. Donc tous les layers 2 que vous connaissez bien, Optimism, Arbitrum, Base, Taiko, patati patata. Pendant que Starknet de son côté continue d'optimiser sa stack technique avec de la parallélisation, avec leurs nouveaux prouveurs, etc. Et quand il n'y aura plus un énorme décalage entre les performances de Starknet et celles de Kakarot, bah là à ce moment-là, Kakarot pourra proposer de l'EVM sur Starknet. Donc ce qui devait être initialement premier trimestre 2025 sera probablement bien plus tard. Quand on regarde la roadmap de Starknet, en fait, on voit quoi notamment? On voit que au mois d'avril 2025, ils ont l'intention d'intégrer le Prover Store. Donc là, ils disent avril 2025, ça se trouve, quand on sera en avril, ils nous diront mai ou ils nous diront juin. On est dans les crypto-monnaies, on connaît, c'est tout le temps en retard. S'ajoute à ça le fait que Kakarot sera peut-être pas prêt de son côté aussi avec tout ça, vous rajoutez encore quelques mois. Donc bref, l'EVM sur Starknet, on n'est pas pressé. Voilà, je le dis, on n'est pas pressé. C'est pour ça que je voulais vous le placer dans cette émission. Il y a pas mal de petits sites sinon, si vous souhaitez regarder en temps réel les frais de transaction, les différents layer 1 et tout. Et c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment. On voit les frais sur Ether exploser. On voit les frais sur Solana exploser avec, bon là ça s'est calmé un petit peu, mais on commence à avoir quelques centimes de dollars par transaction sur Solana. Pour ce qui est des layers 2, ça reste excessivement bas pour le moment, mais ça pourrait changer rapidement sur l'écosystème Ethereum avec la recrudescence d'activité. Et ce que j'ai trouvé intéressant par contre, c'est que si tu fais Sui Fees Chart, bah Sui, je le retrouve plus. Sui de son côté, c'est vraiment pas cher. Donc ne fadez pas Sui Aptos, je pense qu'on a beaucoup de belles surprises qui arrivent. On apprend également qu'AAV s'intéresse de plus en plus à Starknet, en plus de Aptos. Tu sais, j'étais surpris. Hein. Ouais, moi aussi. Parce qu'il faut savoir qu'AAV va arriver sur Aptos. Hein. Là, je sais pas à quel point c'est imminent, mais ça va arriver. Ce sera pour la première fois qu'AAV arrive sur un écosystème non EVM. Et là, le fondateur d'AAV nous dit que Starknet est assez avant-gardiste. Pourquoi? Parce que le design de Starknet fait que quand on va avoir une explosion des frais sur l'écosystème des roll-up Ethereum, justement parce qu'il n'y aura plus assez d'espace pour les blobs, Starknet va pouvoir proposer des frais nettement plus bas que les autres parce que eux, ils peuvent moduler le nombre de blobs qu'ils postent quotidiennement sur Ethereum. Donc du coup, moins ils postent de blobs, moins forcément il sera en phase avec la blockchain Starknet. Par contre, moins ce sera cher pour les utilisateurs. Mais mettez-nous AAV sur Hyperliquid et Solana.
Laissez-nous être heureux. Alors Laissez-nous être Solana, j'y heureux. crois pas trop. Ils vont que sur des chaînes que j'utilise pas, frère. Ouais, Solana, j'y crois pas trop. Je dis ça AV sur Arbitrum, sur Base, etc. Et en vrai, ça marche bien. Hein. Sincèrement, ça marche bien. Mais en fait, le gros problème, à mon sens, et c'est un problème du X, à mon sens, sur AAV, pour l'instant, hein, c'est que en fait, tout est indépendant. Mais genre, t'aimerais avoir une interface où tu sais quel est l'endroit où, genre, quelle est l'interface où je dois lend mes USDT pour gagner le plus, tu vois. Et genre, utiliser du collatéral sur Ethereum pour emprunter sur Arbitrum, ce genre de choses, etc. J'avais fait une interview du founder de Prime Protocol qui sont dans cette dynamique-là. Je crois que Morpho peut-être se dirige dans cet ordre-là, à vérifier évidemment. Mais pour moi, le futur du lending borrowing, c'est ça, c'est que tu aies du collatéral sur n'importe quelle chaîne et que tu empruntes sur n'importe quelle chaîne. Ça devrait être comme ça vu la fragmentation qu'on a aujourd'hui, tu vois. Genre aujourd'hui, t'as plus envie de réfléchir de est-ce que je suis sur Arbitrum ou je suis sur Base ou je suis sur le layer 1 Ethereum ou est-ce que je vais être sur Aptos ou sur la... Enfin, t'as envie de... Et puis, c'est un enfer de bridge. Enfin, genre, le bridging, maintenant, il est de plus en plus fluide, ça coûte de moins en moins cher, etc. Mais t'as plus envie de penser à tout ça d'un point de vue X, ça doit changer. Tu vois. Alors, je sais que d'un point de vue risque, c'est pas la même chose et que d'un point de vue code, c'est pas la même chose et que ça a des implications et qu'il faut des audits et que il faut... Enfin, c'est plus difficile à mettre en place que juste le dire comme moi je le dis, évidemment, et c'est pour ça que les choses prennent du temps, mais voilà. Fin du game pour la collection NFT Clonix, communication qui est sortie tout à l'heure. Ouais, enfin, en gros, ils se dirigent vers un truc qui est... Enfin, la communication est honteuse. Ouais. Je suis... Tu sais que de base, moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui ont fait Artefact, etc. Mais là j'ai juste envie de leur insulter leur grosse... Bref. Mais ça fait un petit moment déjà que tu les insulter. En fait, le truc, c'est que, genre, comment tu peux être, genre, aussi gifted et, genre, faire autant de la merde, genre. Comment tu peux avoir autant de capitaux? Comment tu peux travailler avec Nike? Comment tu peux avoir autant de moyens? Et c'est pour ça, tu vois, que quand je vois des trucs comme Hyperliquid ou Jupiter, etc., qui pop, genre, ces mecs-là, ils avaient pas de moyens. Ces mecs-là, ils ont fait leur produit first, ils ont pas levé d'argent ou très peu. Et juste, ils ont sorti le truc et c'était un banger, ils ont fait confiance à la commu. Genre vraiment, Artefact, genre avec cette communication, t'as vraiment l'impression que c'est le rug pull qui continue de rug pull en fait. C'est infernal. Et tu sais pas, est-ce que Nike du coup se désengage? Est-ce que c'est toujours détenu par Nike? Qu'est-ce qui arrive par là? Je trouve que la communication est horrible. Genre, t'es un holder, genre, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Genre. Donc, bref, moi, j'avais beaucoup de respect pour les gens qui ont fait ça. Et je trouve que, et pour des gens qui travaillent là-bas, que j'ai rencontrés, etc. Mais je vais rester mesuré en disant que je suis extrêmement déçu. Bah, disons que fut un temps où c'était à plusieurs Ethers l'unité. On est bien en dessous du demi-Ether. Là, c'est même pas une question de prix. Enfin, le prix, il est ce qu'il est. Genre, ça a dumpé, le marché NFT s'est cassé la gueule, etc. Mais genre, juste au moins expliquer ce qui se passe vraiment. Là, oui, mais le prix reflète ce qui se passe, c'est-à-dire que personne non, mais là, comprend. tu lis le message, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Genre, enfin, c'est genre faites des phrases simples. Genre, expliquez-nous les choses simplement. Faites-nous une FAQ pour savoir à quel point vous nous enculez ou à quel point, enfin. Je sais pas, enfin franchement, tu sais que je suis dans une conversation avec les holders Clonix francophones. Pète un plomb, hein. Ouais. Et bah écoute, on verra quand on aura des nouvelles à ce sujet-là. T'as suivi un peu le marché des NFT récemment ou pas du tout? Ouais, il y a eu un rebond de la collection. Enfin, t'as eu CryptoPunks qui ont rebondi, et t'as eu tout l'écosystème ApeCoin, Bored Ape qui sont appréciés. Enfin appréciés. En gros, ils ont fait x2 quoi. Sur leur floor. Passé 2 Ethers à 4 sur le floor, ouais. Ouais. T'as les Kennel aussi, enfin bref, t'as plein de trucs. Bon, c'est le début peut-être de quelque chose, on verra. Moi, de toute façon, j'ai hold, j'ai rien vendu. Et s'ils me donnent une porte de sortie avec un Ether qui va à 10K et un marché des NFT qui pump à la fin parce que les gens veulent mettre leur argent pour flex en fin de cycle plutôt qu'en début, bah, je saisirai cette porte de sortie. Mais voilà, peut-être que les NFT s'apprécieront et ils feront encore... créeront encore des fortunes, mais moi je vous déconseille d'investir dans des trucs qui sont pas liquides alors que vous avez plein de choses qui sont beaucoup plus liquides et qui sont aussi susceptibles de s'apprécier, quoi. On est pas mal sur les fondamentaux et tout de mon Ouais. côté. Voilà, on aurait pu parler aussi encore une fois de cette partie réglementation où tu as des entrepreneurs crypto-américains qui ont senti qu'ils ont été chassés ou débancarisés, etc. Mais on avait parlé en début d'émission.
De toute façon, vous allez en entendre beaucoup parler, je pense, sur le CT US. Tout le monde est en train d'ouvrir sa gueule à ce sujet-là. Mais maintenant, parlons des peut-être bonnes nouvelles avec toi, Léo. Je pensais jamais rouvrir cette charte de con. Ah, là, tu me régales. Là, tu me régales. Je te dis d'office. Un trade sur LTC parce que, enfin bref, ce sera une partie technique, spéculation moins structurée. Dans tous les cas, n'oubliez pas les potes, je mets des vidéos sur YouTube qui sont plus condensées, etc. Mais je me dis, avec XRP qui pète et tout, est-ce qu'il n'y a pas un play sur LTC qui est le Dino Coin, qui s'estime comme un meme maintenant? Et genre, est-ce que c'est pas le truc qui a le plus consolidé, qui a une structure genre technique qui est pas dégueu et qui peut exploser? En tout cas, moi, j'en ai acheté. Donc, c'est pas, encore une fois, je risque genre 1% de capital sur ce genre de truc, mais potentiellement, je peux gagner 3 à 5% de capital, donc ça me va très bien. Donc, c'est pas avec ça que je ferai une fortune, mais tu vois, c'est le genre de truc que je regarde. Mais bref, parler un petit peu de... J'ai pas le droit au bonheur. J'ai pas le droit au bonheur, en fait. Attends, je vais recharger ça. Il n'y a pas de souci. Tu sais que moi, gros, début 2021, j'ai mis un coup de carte bancaire sur du Litecoin à 120 $ l'unité. Je les ai jamais vendus. Je suis break-even sur mon coup de carte bancaire actuellement. Magnifique. Du coup, pour vous parler du marché, on va commencer par la TradFi. Du côté de la TradFi, du côté du S&P 500, parce que je pense que c'est... En fait, on va dire les termes. Il faut dire les termes. Dis. La macro, on s'en branle, mais... Enfin, genre, les gens actuellement s'en branlent de la macro. J'enlève le QR code pour qu'ils voient les tickers. Ouais. Actuellement, les gens s'en branlent de la macro, mais c'était pas du tout le cas il y a 6-12 mois. Et historiquement, à chaque fois que, genre, le S&P ou, genre, le reste en macro n'allait pas, genre, on s'est cassé la gueule sur BTC, et si BTC se casse la gueule, tout se casse la gueule en crypto. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même surveiller, plus on avance dans le cycle, plus il va falloir quand même regarder, surveiller la macro, etc. Parce que historiquement, ça nous a permis d'avoir le top, quoi. Ou de timer, genre une sorte de fenêtre où genre faut vraiment faire attention. Et pour le coup, bah pour l'instant, rien à signaler sur S&P, juste on continue les ATH, ce qui est positif pour les risk-on et pour les cryptos. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a eu un gros rebond du dollar, mais qui n'a pas eu d'impact sur le S&P. Historiquement, quand le dollar pump, bah, les risk-on se cassent la gueule parce que le dollar est fort, donc, et surtout, on te paye pour avoir du dollar, donc pourquoi hold autre chose? Là, pour le coup, bah, en fait, t'as un dollar qui pump, mais genre, t'as les risk-on et le S&P qui continuent de s'apprécier. Donc, j'ai plutôt tendance à croire, en fait, alors, je suis pas un mec de la macro, hein, mais genre, mon analyse de comptoir, c'est que j'ai un peu l'impression que, en fait, c'est les autres monnaies face au dollar qui se dévaluent, et que c'est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas genre une force extrême du dollar par rapport aux assets à risque et etc. Parce qu'en plus de ça, t'as des taux qui baissent, t'as des taux directeurs qui baissent, qui ont encore baissé dernièrement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est le monde qui se casse la gueule face au dollar. Et en soi, est-ce que t'as pas un peu, est-ce que cette charte de l'euro vs le dollar en inversé, est-ce que ça ressemble pas au DXY normal? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, globalement, c'est l'euro vs le dollar et l'Europe vs les US, mais globalement, on voit que l'Europe se casse la gueule. Donc, pour l'instant, RS, d'un point de vue macro, je suis pas le gars de la macro encore une fois, donc faites vos recherches de ce côté-là, mais rien à signaler qui serait de mauvais augure pour l'instant sur la macro par rapport au crypto. D'un point de vue crypto, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais regarder le total market cap. On est tout simplement en découverte de prix, donc évidemment, le total market cap, il inclut BTC, qui lui-même s'apprécie énormément, donc voilà. Mais d'ailleurs, très content d'avoir vu que en fait, le dernier ATH avait été retesté en tant que support tenu, et c'est à partir de là qu'on avait pété. D'ailleurs, c'est un peu l'analyse que je faisais de Sol, qui était à mon sens dans le même setup. Donc voilà, écoutez, le total market cap, il s'enflamme. Si on regarde des choses qui sont différentes de BTC, notamment le Total 3, on voit que ça s'emballe aussi énormément. Mais n'oubliez pas, le Total 3, c'est quoi? C'est tout ce qui est en dehors de Bitcoin et Ethereum. Donc là, on a l'impression que les alts sont en train d'exploser. Mais en soi, ce qui explose, c'est XRP, quoi. C'est XRP et quelques d'autres trucs qui sont en dehors de BTC et ETH. Alors, je crois que Total 3, faut que je regarde, mais si je dis pas de bêtises, c'est excluding BTC et ETH. Donc, ouais, c'est ça. Ça inclut les XRP, les Solana, etc. Et en soi, ça, tu commences à le voir aussi ici. Total, voilà, 100 moins overs. Donc, du coup, genre, si vous regardez sur TradingView, vous allez sur overs. Overs, c'est tout ce qui est en dehors du top 10 CoinMarketCap. Donc, ça exclut BTC, mais ça exclut Ether aussi, ça exclut Solana aussi, ça exclut XRP, ça exclut genre tous les trucs qui ont beaucoup pump. Donc, en soi, la vraie chart des alts, à mon sens, elle ressemble plutôt à ça que ça, tu vois.
Genre, quand tu Ouais. regardes les alts purs, genre vraiment en dehors du top 10, on est encore loin d'un ATH. Genre, on a encore un plus 50% à prendre. Donc, ça montre que vraiment, en fait, il y a une concentration des liquidités. Et ça, tu le vois encore plus sur ce graphe-là, qui nous montre en soi, genre le pourcentage de la capitalisation crypto dans ce qui est dans le top 10. Parce qu'en fait, tout ce qui est en dehors du top 10, c'est others. Donc, en fait, si tu fais 100 moins la dominance des others, tu as tout ce qu'il y a dans le top 10. Et en fait, tu vois que en fait, tu as 89% de la capitalisation du marché crypto qui est dans le top 10, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mesurer. Mais ceci étant dit, si tu regardes le Total 3 vs BTC, tu vois un vrai regain d'intérêt. Et tu te souviens que je parlais de cette zone, de cette reload zone acheteuse, 61 à 78% de retracement de toute la baisse ici, c'est cette zone bleue ici, dans laquelle on a range, on a fait une petite déviation et ensuite on est reparti. Donc en fait, là, ce que vous regardez, c'est la capitalisation du marché crypto en dehors de Bitcoin et Ethereum exprimée en paire BTC. Donc ça vous montre est-ce que les altcoins sont en train de surperformer BTC et est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre. Et donc là, on voit qu'on a un vrai truc. On a un vrai truc en mensuel. Pour moi, à mon sens, on a bottom en fait sur les alts. Et surtout, en fait, d'un point de vue EMA, tu es en train de croiser à la hausse. Donc, c'est quelque chose qui est ultra positif. Donc, ça, c'est le total 3. Donc, ça exclut XRP, etc. Par contre, si tu exclues tout le top 10 et que tu le regardes en paire BTC, genre, tu as un rebond, mais il n'est pas aussi fort, tu vois. Donc, c'est pour ça que je mesure mon propos. En fait, ce que vous voyez, c'est surtout le top 10 pumpé. Mais là où j'ai été plutôt bon dans mon analyse, je sais pas si tu t'en souviens, mais je disais que en fait, la zone idéale pour recharger des alts, c'est lorsqu'on est entre 8 et 10% de dominance des alts. En fait, historiquement, la dominance des altcoins ne fait que monter dans le temps. C'est juste qu'on a des gros retracements. Si tu regardes overall, on fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Donc en fait, à mon sens, ce que tu as envie de voir sur les alts pour TP, c'est quelque chose qui est soit dans cette zone ici qui est idéal pour défendre ce top, soit genre un truc qui est beaucoup plus haut. Donc dans tous les cas, à mon sens, genre on a une sorte d'alcool season, mais surtout sur des méga market cap. Sur les giga large cap, on va appeler ça, ouais. Et sur le reste des alts, c'est encore un retrait. Mais globalement, je suis très content d'avoir identifié ces zones-là qui, historiquement, tu vois, 61 à 78% de retracement du pump, en fait, c'est la zone idéale pour recharger des alts. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici. Donc, de ce principe-là, à part si, genre, on a vraiment un cycle ultra différent sur les alts, ce qui est possible avec les ETF, etc., je pense que ici, c'est pas un endroit pour TP les alts, c'est plutôt genre, soit ici, soit bien plus haut. Et ça, on le voit aussi d'un point de vue dominance sur BTC. On voit que c'est en train de changer. On voit que la dominance BTC est en train de baisser. J'aimerais un petit peu mesurer mon propos à ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que je suis je suis relativement bull sur les alts, je suis très bull aussi sur ETH. Mais il y a un petit truc à pas oublier, c'est que de 1, Bitcoin reste le roi, et globalement, Bitcoin se fait un petit peu savater la gueule parce que, en gros, t'as des XRP, etc., qui sont en train de prendre toute la liquidité. Mais si demain, BTC break les 100K, je suis prêt à parier que si on break les 100K, toute la liquidité va retourner dans BTC. C'est-à-dire que pour moi, si t'as un BTC qui dépasse les 100K, oula, j'ai tout cassé. Attendez. Le temps que tu dis ça, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas un cycle qui ressemblerait plus à 2017 où ça fait BTC, alt, BTC, alt, BTC, alt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avec justement des nouveaux ATH sur BTC, liquidités qui reviennent sur BTC, puis BTC range et ça glisse dans les alts. Et après, ça repart et ça fait ça comme en 2017. Et il faut que je vois là parce que j'ai tout cassé. T'inquiète pas. Je vais utiliser mon micro à la main. Mais tout ça pour vous dire que voilà, je pense que si on a... j'ai absolument tout niqué chez moi, mais voilà, ce que je vous disais, c'est que si on passe les 100K, à mon sens, t'as tous les médias mainstream qui vont en parler, etc. Et t'as tout l'argent qui va rentrer dans ça. Et je pense que ce sera genre justement le top sur pas mal de trucs, notamment XRP et tout. Donc, on n'oublie pas que BTC est le roi du monde et qu'à tout moment, si on break les 100K, ce scénario, il peut être mis en pause au moins, tu vois. Donc voilà. Donc en tout cas, sur BTC, à mon sens, il n'y a rien d'extrêmement bearish. On est en train de consolider sous les 100K, tout va bien. Si on regarde les EMA en daily, on les tient. Historiquement, bull market, on tenait les EMA en 3 jours. Les EMA en 3 jours, elles sont entre les 83K et les 91K, donc pour l'instant RS. Et en fait, avec la clôture dans 2 jours et demi, elles vont encore monter, etc. Donc pour l'instant, il y a vraiment rien à dire. Genre sur BTC, évidemment, on stagne. Et en soi, c'est une bonne nouvelle pour les alts. Plus on stagne, plus on consolide, plus ça donne une fenêtre de tir pour les alts. Donc du côté de BTC, moi, je suis toujours bull. Je pense toujours qu'on pètera les 100K. Juste faut faire attention et je pense que sur BTC, on va jouer le range. Un truc, par contre, que je trouve assez intéressant, c'est vraiment sportif de tenir le micro et de faire tout ça là, mais c'est que, en fait, d'un point de vue open interest, en nombre de coins sur BTC,
on a juste baissé. On a perdu à peu près 10% de l'open interest, alors que le prix a relativement stagné. Cette baisse, tu vois, elle me faisait un petit peu peur parce que c'est pour ça que j'expliquais ici que pour moi, on pouvait avoir une baisse qui était plus importante, tout simplement parce qu'en fait, ici, on avait encore un funding qui était élevé et un open interest qui montait. Mais avec cette baisse et toute cette hausse sur BTC, en fait, on a fait extrêmement baisser l'open interest. Enfin, 10%, c'est quand même beaucoup. Et surtout, si tu regardes ici, hop, brush, j'ai mon PC qui lag en plus, c'est genre vraiment ça m'aide pas quoi. Ici, tu as un retour aussi à la neutralité sur le funding. Donc, tu as un funding qui est de l'ordre de 10%, donc c'est vraiment la base neutre. Donc, c'est pour ça que je me demande si on n'a pas un environnement bull sur BTC, parce que en fait, on a sorti pas mal de gens du train sur les dérivés. Et d'un point de vue funding, bah, en fait, c'est celui qui est le plus neutre en fait. Donc, je me demande si on prépare pas quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, moi, ma vision reste inchangée. Je suis toujours bull sur BTC. D'un point de vue du reste, sur Ether, alors j'en ai pas parlé, mais on a eu la clôture mensuelle aussi. Bah, que dire, cette clôture mensuelle? C'est trop, non? C'est... c'est une clôture de début de bull run, en fait, hein, historiquement. On break l'ATH, on clôture tout en haut, c'est absolument magnifique. Et c'est aussi le cas d'Ethereum, tu vois. Et sur Ethereum, ce que je trouve très intéressant, c'est que, et c'est ça qui me donne le plus d'opium sur Ethereum, c'est que peut-être que ça va très mal vieillir, mais est-ce que tu as l'impression que c'est un top, ça? Mec, Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un top. Et au-dessus des $4000, t'as aucune résistance. Et au-dessus de l'ATH, bah, c'est de la découverte de prix. Tu sais ce qu'il y a d'horrible, c'est que tu as l'impression presque que c'est trop facile, en mode tous les cycles précédents, c'est Bitcoin qui pète, puis c'est Ether qui lag un peu et qui fait ses ATH après, et là on l'a juste en face des yeux et on se dit est-ce que c'est comme d'hab? Et si c'est comme d'hab, ça va partir sec. En fait, c'est pas tout à fait comme d'hab parce que historiquement, genre, t'as un Ether qui passe quand même l'ATH plus tôt, etc. Après, je pense que la différence avec ce cycle, c'est les ETF. Ça a vraiment, vraiment hard carry BTC. Regarde 2020, regarde fin 2020. Ouais, mais on a break l'ATH, on a break l'ATH en janvier 2021 et sur BTC, on a break l'ATH Putain, on a break bien après. C'est exactement la même chose, gros. Donc, c'est exactement la même chose. À voir. Mais en tout cas, moi, je suis très bull sur Ether. J'ai renforcé mes positions. Et moi, quand je vois ce graphe, j'ai l'impression qu'on va juste genre à 7000, $8000 facile. Peut-être que je pète juste un plomb, hein, mais je vous donne juste l'opium que vous vouliez. Hein. C'est le diable qui fait peut-être un piège. Mais frérot, mais moi, en fait, pour moi, tout se joue sur la résistance des $4000. Si tu la débordes, ça va partir en couille, en fait. Ouais. Et je suis content. Alors, peut-être que c'est pas le bottom, etc. Mais pour l'instant, sur ETH vs BTC, t'as un début de truc en mensuel. Genre, t'as un début de défense. Faut pas oublier que si BTC dépasse les 100K, il y a moins que Ether se reprenne une tarte. Et qu'on peut break l'ATH sur Ether en sous-performant BTC, hein, et que BTC part en ligne droite, etc. Mais voilà, en fait, pour moi, tout se joue sur les $4000. Je pense que si on reteste les $4000, on les breakera presque du premier coup ou du premier coup. Et du coup, il n'y a rien. Donc, en fait, pour moi, le risque, il est plutôt ici, en fait. C'est genre, est-ce que t'es pas dans la meilleure zone pour genre défendre ce top et ne pas retester les 4K? C'est ça qui fait un petit peu peur. Je vais pas te mentir. Mais overall, sur Ether, graphiquement, c'est vraiment tout se joue sur les $4000, en fait. Donc, on va voir ce qui se passe après. Mais je suis bull sur Ether. Du côté de Solana, ça peine un petit peu à performer. Mais je pense que le seul graphe qu'il faut regarder actuellement, c'est ça. Actuellement, c'est ce graphe mensuel. Et en soi, pour moi, tant qu'on perd pas ce niveau ici des $208-210, bah RS, quoi. C'est-à-dire que, genre là, en fait, pour l'instant, d'un point de vue purement mensuel, tu viens de prendre la TH. T'as ici une grosse zone qui a été historiquement une résistance qui a été flip, et maintenant, faut voir si elle tient en tant que support, si jamais elle est retestée. Mais à mon sens, tant qu'on tient les 200 à $210 sur Solana, même si je suis un peu moins bull sur Solana en ce moment que sur Ether, mais c'est assez étonnant, mais je me demande si on n'a pas genre trop sous-valorisé Ether par rapport à Solana. On verra comment ça se passe. Et puis derrière, on a quelques anomalies. On a XRP qui est juste en fait en ligne droite, qui est proche de son ATH quasiment. Si tu regardes l'ATH, t'es comme ça en linéaire, mais si tu te mets en log, t'es à 20% d'un ATH. Est-ce que c'est infaisable? Non. Donc en fait, t'as déjà les normies qui rentrent dans tout ça, et comme j'expliquais, en fait, XRP, ça aspire énormément de liquidité, et le problème, c'est que en fait, c'est de la liquidité qui va pas dans le reste ou qui part du reste pour aller dans XRP. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut surveiller XRP au moins pour une raison, même s'il vous intéresse pas, c'est que en fait, dès que XRP va top, ça va permettre d'avoir de l'argent qui rentre dans tout le reste, en fait.
parce que certes, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le marché, mais là, sur XRP, c'est vraiment phénoménal. D'ailleurs, est-ce que j'avais un cycle d'avance comme Suzu avec mon pari avec Samy? Oh ouais, c'est marrant, c'est marrant. Bon, dans tous les cas, j'ai perdu le pari. Hein. Si vous avez raison, enfin, si vous avez tort parce que vous êtes en avance, ça revient même, vous avez Vous tort. avez quand même tort, ouais. Voilà, donc donc voilà, mais j'ai trouvé ça assez marrant. Et après, tu vois, dans les trucs que je regarde, bah, comme je t'expliquais, pour moi, Litecoin, c'est un XRP bis en fait. XRP, t'as une consolidation de 2 ans et on est parti en ligne droite. C'est une consolidation qui se fait en reload zone, donc on retrace toute la hausse et on stagne. Et est-ce que sur LTC, on n'a pas eu la même chose? C'est un peu la question que je me pose, surtout qu'on est dans une dynamique bizarre, mais vas-y. Et Bitcoin Cash dans tout ça? Non, mais tu sais que j'ai regardé en plus. Frérot, what if quand on aime l'argent, on regarde tout. Hein. Frérot, il n'y a pas de en fait, pourquoi on dit ça? Vous pouvez vous amuser sur Internet à taper par exemple CoinMarketCap décembre 2017 et vous allez avoir le market cap de décembre 2017 ou peu importe la période. Et vous regardez en fait les top capitalisations à ce moment-là. Vous aurez XRP, vous aurez Bitcoin Cash, vous aurez Litecoin, vous aurez Dash, vous aurez IOTA, vous aurez ces trucs-là. Et franchement, pour le moment, la vibe, elle est vraiment 2017 hein, sur les altes. Hein. Je perds des vis. T'imagines? Ouais, le Néo, ouais, bon, de toute façon, tu feras ça hors live, y a pas de souci. Le Néo aussi, tu vois, ouais, toutes ces cochonneries-là de 2017. Ouais, mais tu peux avoir des trucs comme ça, mais XRP, ça devient pas. En fait, enfin, LTC, excusez-moi, pour moi, c'est le truc le plus clair en fait. Ouais. C'est-à-dire que, genre, t'as vraiment, en gros, t'as une. En fait, pourquoi je suis rentré en fait? Parce que tu as une consolidation qui dure 2 ans et qui est très facilement identifiable. Et au-delà de ça, c'est encore horizontal. Enfin, là, ça commence à partir vertical, mais c'était très horizontal. Donc, c'était très facile d'identifier son risque, enfin, ce que tu es prêt à perdre et ton invalidation. Tu vois, pour moi, si on perd ce lot, qui est un lot qu'on a posé quand même en août, c'est que c'est mort dans le film, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis rentré un peu tardivement, mais dans l'espoir qu'on break le range avec une invalidation ici et en ayant le constat que le bottom est probablement in. Et après, moi, ce que je joue, c'est une rotation des liquidités de XRP vers LTC. Et que en fait tout le monde pète un plomb sur les DinoCoin et que LTC soit le prochain DinoCoin. Donc en fait à la fois genre graphiquement t'as un truc qui est genre les gars, je vais pas vous dire que LTC ça va nous protéger du cancer ou être un ouais. Pas quoi hein, mais enfin si on doit être con et qu'on doit naviguer ce marché avec les narratives et genre les graphiques qu'on a sous les yeux, je pense que c'était pas un mauvais play. Donc on verra, mes targets sont bien plus hautes et voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. Dans les autres trucs qui ont bien performé que j'ai surveillé, il y a Toncoin, je pense que tu t'en souviens, j'en parlais les précédentes semaines. J'ai un peu fait une propagande et moi j'étais rentré vers là, tout simplement. Depuis, on a fait une petite chasse en dessous de ce niveau de support qui était vraiment clean. Et maintenant, on part. Donc, à voir jusqu'où va ce retracement. Mais moi, je pense toujours qu'on peut faire largement un ATH sur Ton. Et quand je regarde le graphe en log, en mensuel, par exemple, est-ce que j'ai la sensation qu'on peut pas aller là? Bah, moi, je pense qu'on peut aller là, tu vois. Genre, c'est pas. Après, mon risque, il est loin. Hein. Enfin, mon invalidation, elle est loin. Mon invalidation, elle est à 4 $. C'est-à-dire qu'on peut aller partout là, ça change rien, quoi. Ma vraie invalidation, elle est à 4,5 $. Mais voilà, je surveille ça. Je m'étais aussi pas mal positionné sur des coins IA. Donc, je me suis positionné sur. Quand les targets sont pas dans l'écran, c'est vraiment que c'est le bull market. Hein. Ça me régale. Mais voilà, je me suis positionné aussi sur FET avec un SL sous le lot des 70 centimes en me disant que en fait, si le marché des alts s'apprécie et que la narrative IA prend, ça peut se jouer. Surtout que en fait, si tu réfléchis un peu, qu'est-ce qu'il y a pump? En vrai, t'as les meme coins qui ont pump, t'as les dino coins qui ont pump, et qu'est-ce qui a pas vraiment pump encore? En fait, t'as la DeFi Renaissance, à mon sens, qui commence à pumper, tu vois. Genre, je pense que Hyperliquid, c'est un peu un signe de ça, même si c'est pas sur Ethereum. T'as les real world assets et surtout t'as l'IA. Et l'IA qui est une des plus grosses narratives et qui a pas encore, enfin, qui a eu un gros pump en début de cycle, mais qui a pas eu encore sa deuxième jambe. Et moi, je parie sur ça. Et en fait, ce qui est bien sur les coins IA, c'est qu'il y en a pas mal qui ont encore un graphique où c'est horizontal, en fait. Donc, tu peux entrer sur des trucs qui sont encore horizontaux et qui sont pas verticaux. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour définir ton risque. Et d'un point de vue risk-reward, c'est beaucoup plus intéressant plutôt que de rentrer dans un truc qui a déjà fait x10, genre récemment, et sur lequel, ça va être quasiment impossible de rentrer avec une invalidation qui te semble claire et loin et des risques et des TP qui sont bien plus hauts, quoi.
Donc voilà. D'ailleurs, dans ce délire DeFi Renaissance, tu as aussi DYDX qui reprend du PEPS. Donc voilà. Et après, sinon, il y a un truc qui me semblait... je voulais en parler, mais tu sais que j'ai regardé la valorisation et la market cap des Gunlayers et ça me semble faible. Ouais, c'est pas déconnant. Enfin, je sais pas à quel point cette narrative va s'inscrire, etc. Est-ce qu'elle rentrera dans ce que j'appelle DeFi Renaissance? À quel point les gens y attacheront du poids et tout? Parce que en soi, techniquement, c'est pas facile à comprendre. Pour un normie, c'est un enfer, etc. Mais si Ethereum est amené à performer, je pense que Egun le fera aussi. Et tu vois, je regardais à 2,6$, etc. Je voyais genre un truc genre 300-400 millions de market cap, même pas. Avec une FDB qui est évidemment haute, mais et des unlocks évidemment à venir. Mais Egun, totalement oublié. Mec, je viens de lire un message dans le chat qui va dans ton sens par rapport à l'IA. Ouais. Nvidia sort ses nouvelles cartes graphiques retail en janvier, février, mars. Les RTX 5090 et tout. Et Nvidia est un très grand spécialiste pour nous sortir une nouvelle technologie nourrie par l'IA à chaque nouvelle génération. Je pense notamment au DLSS ou au Nvidia FrameGen, donc le DLSS 3. Ils vont probablement nous sortir un DLSS 3.5 ou 4 nourri par de l'IA. Et donc, peut-être que les gens, sur une spéculation Nvidia, pourraient aussi faire une spéculation IA crypto. Voilà. Et ce serait à partir de janvier, du coup. Et tu vois, ça, c'est possible. C'est largement envisageable. T'as Doge aussi, en vrai, qui tient bien par rapport au reste. Et le truc, c'est que Doge, quand je le vois en logarithmique, évidemment, j'ai aucune foutue idée de quelle est la limite, mais en logarithmique, est-ce qu'on est vraiment loin d'un ATH? Pas vraiment. Donc, à surveiller. Après, sinon, il y avait les STX et tout ça qui étaient assez sympas. Peut-être que si BTC repump, ça peut avoir un truc. De base, c'était ça mon plan. J'ai pas pu in comme je voulais. Il y a Ionet aussi qui était très sympa mais qui commence à partir vertical. Tao aussi, Tao un peu en galère mais qui commence à s'apprécier. Donc en fait la narrative IA elle se pose tout doucement, tu vois, mais je pense qu'elle peut vraiment accélérer d'un coup en fait. Et c'était un truc qui était hyper hype, genre il y a quelques mois, maintenant ça l'est moins. Et du coup, je me dis que, en fait, ce sur quoi il faut rentrer, c'est comme je le disais, les narratives pump une par une, donc c'est commencer à rentrer sur ce qui est oublié, tu vois. Et donc, en gros, moi j'ai des coins IA, mais je vais peut-être dire un truc qui va en étonner certains. Mais moi, en ce moment, je suis en train de faire un DCA sur les meme coins. Parce que, en gros, je me dis, meme coin, c'était un peu la première narrative du cycle à pumper, avec les dino coins. Ensuite, à l'IA. Et je pense que quand l'IA va faire sa grosse jambe haussière et que peut-être elle va commencer à respirer ou corriger ou je sais pas, peut-être que les meme coins vont prendre le relais, tu vois. Donc, alors, quel meme? Shiba Floki, la première gen les mimes de Mourad, en gros. D'accord, ok. Donc, on est sur les nouveaux meme coins. Parce que moi, tu vois, j'aurais plus dit, dans la logique des choses, on a eu Doge, maintenant il y a Floki et il y a Shiba. Ouais, mais t'as oublié trop de trucs, frérot. Il y a WIF, il y a Popcat, il y a... Oui, mais c'est arrivé après. Oui, et alors toi, tu es en mode meme coin, dino coin? Ouais, exactement. Avec XRP, c'est un peu un mime. Mais en vrai, je sais pas. Moi, j'essaie de me positionner sur ces trucs-là parce qu'en vrai, ils sont plutôt décentralisés, bien distribués. C'est un peu le truc hype du moment qui a un peu perdu en vitesse très dernièrement. Mais je me dis que ces trucs-là, ils peuvent reprendre de l'attention instantanément. Donc, on verra. C'est une toute petite poche de mon folio. Hein. C'est vraiment tout petit. Ouais. C'est l'ordre de... Ouais, je vais pas dire les chiffres, mais c'est vraiment tout petit. Et après, je regarde pas trop le reste en ce moment. Sur quoi je suis concentré? Bah, en ce moment, moi, je hold toujours du BTC. Là, en ce moment, je suis à peu près à 60% BTC... Enfin, 60% ETH, 40% BTC. J'ai un long sur Ether que je tiens. J'ai un long sur Solana que je tiens. LTC, je suis long and strong. Je l'ai long sur BitMEX d'ailleurs. Ah, c'est toi qui le pousse là, tu vois, visiblement. Ouais. Donc voilà. Et puis après, j'ai pris un long aussi sur Portal parce que je trouvais que la configuration graphique était sympa dans le sens où t'as une belle accumulation, un truc bien horizontal pendant quelques mois, une petite chasse au stop avant de repartir. Et factuellement, tu mets fin à une sorte de range ici. Donc, genre, moi, ça me semblait vraiment sexy. Donc, c'est pour ça que j'ai été en long. Pour être totalement transparent, j'ai investi en early stage sur Portal. Donc, j'ai investi à un prix qui est bien inférieur qu'actuellement et j'en ai déjà vendu par le passé avec les investissements que j'ai fait en early stage. Mais ça ne change rien au fait que j'en ai racheté du coup via les dérivés parce que j'y crois. J'ai toujours une belle position sur Ton, j'ai une belle position sur Refet. J'ai unstaké mes DYDX récemment parce qu'en gros il y a une fenêtre de unstaking qui est de 30 jours. Donc en gros je veux commencer à pouvoir être liquide sur DYDX au besoin, sachant qu'il y a pas mal d'argent qui va dans le Megavolt d'un point de vue revenu. Donc
c'est un peu moins intéressant de staker, c'est de plus en plus intéressant d'avoir de l'argent dans le Megavolt, ce qui apporte aussi de la liquidité à DYDX et permet de progresser et d'avoir plus de revenus, etc. Enfin, flywheel, quoi. Et après, sur le reste, pas grand-chose. Uni, je l'avais identifié bien bas, je coupais trop tôt. Et après, il y avait les injectives et tout qui étaient sympas, que je regardais, qui ont commencé à décoller. ENS, je suis sorti là, à 38. J'étais rentré à 10, hein. Pour information, c'était sur le Discord, c'était gratuit pour ceux que ça intéresse. Donc quand même un x4 hein, depuis mon entrée, qui était absolument grotesque, hein, parce que dès que je suis rentré, ça a pump. Et après, sur le reste, je suis moins positionné. J'avais un long BNB, je l'ai coupé, mais j'ai envie de me repositionner tôt ou tard. C'est juste que ça commence à faire beaucoup d'expositions. Ouais, j'ai bid sur tout ce qui était IA, donc j'ai eu des ordres qui ont été fill sur NIR aussi, un peu sur Ionet, sur Render, sur ces trucs-là. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Et ça nous fait 2h15 d'émission. Ça nous fait 2h15 d'émission. Mais c'est vrai que cette configuration de marché au global donne envie de prendre des risques sur les alts. On est d'accord, hein? Oui, mais j'irai pas rentrer sur des trucs qui sont verticaux et essayer de trouver des narratifs qui sont sympas, qui sont des narratifs de fond de ce cycle, mais qui n'ont pas encore eu leur deuxième jambe haussière, par exemple, et d'essayer de rentrer sur des coins qui sont assez horizontaux pour essayer d'anticiper. Parce qu'en fait, en gros, là, on parle tous des trucs qui pump, mais oubliez pas qu'avant le pump, il y a une longue consolidation, une longue accumulation, enfin, il y a un gros range. Et ensuite, ça pump à la verticale. Donc, ce que vous avez envie de choper, c'est des trucs qui sont horizontaux et qui n'ont pas encore pump, parce que c'est là où vous aurez le meilleur ROI. Et vraiment, si tout le marché pump, bah, ces trucs-là pumperont et c'est ce qui vous donnera vraiment le meilleur retour sur investissement. Donc voilà, essayez d'être un peu piqué sur ce sur quoi vous rentrez. Je vous dis pas de rentrer sur des trucs qui n'ont jamais pump, mais d'essayer d'être intelligent dans ce jeu des chaises musicales d'un point de vue narratif, c'est extrêmement important. Et d'essayer de toujours penser une étape avant les autres, enfin d'être toujours en avance sur les autres, de regarder ce qu'il y a, les narratifs qui ont pump ce cycle et qui voilà, genre vous permettent de rentrer et qui sont un peu moins dans vos timelines en ce moment. C'est extrêmement important. Donc, beaucoup d'informations très précieuses en tout cas sur cette émission, je trouve. Ouais, et dans tous les cas, les potes, il y aura des vidéos cette semaine sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous ferai le topo de manière un peu plus condensée. Et puis, on apprécie le pump de LTC. On apprécie le pump. Je suis rentré à 110, hein, donc c'est pas mal. Et bah écoute, ça fait une belle émission. On se retrouve sur la chaîne de Coin Academy. Tu peux leur montrer rapidement. Je vous propose d'aller chercher les 16 000 abonnés avant Noël. On est à 15 000 et quelques. Je pense que les 16 000 pour Noël, prendre 600 abonnés en un peu plus de 20 jours, c'est jouable. Arrêtez de parler, abonnez-vous là. Voilà, et je te laisse balancer ça dans le chat. Voilà. Je suis obligé de poser mon micro du coup pour le faire, mais... Voilà, vous avez des vidéos utiles, notamment la dernière vidéo Ledger Live Tuto de Egri qui est superbe, qui vous explique tout ce que vous pouvez faire avec un Ledger et notamment utiliser des wallets externes comme Rabi pour garder vos cryptos bien protégés, mais utiliser toutes sortes d'applications, de l'écosystème Ethereum notamment. Voilà, vous avez donc les rediffusions de masterclass, d'autres contenus qui vont arriver courant du mois de décembre. Vous avez ma chaîne aussi et ta chaîne. CryptoPixou et Capet Crypto. Vous pouvez retrouver dans cette description si vous nous écoutez sur YouTube. Il y a toujours les liens utiles. Voilà, nous de toute façon, on est là. On est curieux sur les miniatures. On lâche pas. Tu sais que j'ai failli faire un tweet en reprenant un de tes visages et en disant moi totalement choc bar sous Frozen 3 fois filtré et tu sais rajouter une connerie derrière. Et après je me suis dit vas-y, soit il le prend bien, soit il le prend mal, donc je l'ai pas fait. Mais je voulais trop faire un mème à la con comme ça. Non mais en vrai, en vrai je me prends pas au sérieux sur les miniatures. Hein. Mais t'as bien raison. On rigole et ça marche bien en tout cas. Et puis on essaye de faire des vidéos qui sont bien, c'est le plus important en vrai. C'est vraiment ça le plus important. Vous avez l'interview de Ledger, l'interview de Mourad si vous l'avez pas vu. Vous avez tellement d'interviews, genre Kali aussi, qui sont dispo. N'hésitez pas à checker la playlist interview de personnalité. Vous avez 87 épisodes. Et peut-être un jour Vitalik. On prie. C'est pas improbable. C'est ça. En fait, c'est ça la dinguerie. Je me dis, c'est que au fur et à mesure de toutes ces années et de charbon, etc., on arrive dans une situation où c'est pas improbable d'interviewer Vitalik. Ça, c'est beau. Donc, peut-être je ferai en sorte que ce sera la 100e. Peut-être que j'essaierai de faire en sorte que pour la 100e interview, ce serait Vitalik, si jamais on y a le droit. Donc voilà. En tout cas, voilà, beaucoup de contenu sur nos chaînes respectives, sur Coin Academy, sur Twitch. On vous lâche pas. Et puis, est-ce que ça va offrir des cryptos de la famille et des amis pour Noël ? Dans le chat, tu veux dire ? Dans le chat, toi aussi. Moi, j'ai acheté des Ledger pour des proches, déjà. Moi, j'avais offert du BTC à mon père il y a 5-6 ans. Et j'en avais acheté pour lui. Et j'ai jamais vendu. Voilà. Carré.
Bah, moi, je pense que je vais envoyer des petites miettes à de la famille, un cousin notamment, puisque à chaque repas de Noël, j'ai le droit à mon bitcoin, ça sert à rien. Et bon, ça sert à rien, mais c'est à 100 000 $. Donc, pour pas que le cousin se laisse trop manger le cerveau par ses parents conservateurs, je vais lui en offrir, comme ça, je vais l'avoir par l'argent. Et puis, on espère que ça fonctionnera bien. Voilà. Voilà. Bah écoutez, merci les potes d'être venus sur le live. On était à peu près à 1200, 1300 pendant toute l'émission. C'est tout simplement magnifique. Merci pour le soutien, merci pour tout. Prenez soin de vous, faites attention encore une fois dans ce marché de fous furieux. Tellement facile de se faire dépasser par vos émotions, tout ça. Ça n'a jamais tué quelqu'un de prendre des profits, même si je pense qu'on peut aller plus haut. Mais voilà, encore une fois, si jamais vous faites de l'argent qui change votre vie, prenez des profits, c'est obligé. Voilà, bisous les potes. Est-ce qu'on raid Twitch? Je sais pas qui a raid. Hein. Allez, moi je raid Matrix. Allez, raidons Matrix. Allez, je raid Matrix. Je l'ai fait pour la culture. Allez, ciao tout le monde.